j'adore le challenge de dire on n'a rien et dans 6 mois on a un truc. En fait, je me suis rendu compte qu'écrire tout seul, c'était pas un truc qui me convenait. Mais tu sais, t'as toujours ce truc de ils vont se rendre compte que je suis nul en fait. Je ressortirai jamais ça aujourd'hui, tu vois, enfin j'espère. Tu veux pas que être à ta place de spectateur, tu veux aussi être là-bas en face à dealer de l'émotion. Par contre, il y a une seule condition, c'est que je veux pouvoir postuler à ce casting. Je pense que j'ai appris la pièce par cœur. J'avais les poils, j'étais à 2 doigts de chialer, j'avais la gorge nouée et... Bienvenue sur The Actors Arc Podcast, un podcast dédié à la créativité, à l'acte de création, quel qu'il soit. Nous allons découvrir ensemble, à travers chaque épisode, les clés et les dessous du processus créateur de nos invités. Un nouvel épisode sera publié chaque lundi matin à 7h. Je m'appelle Elliot Vincent, je suis un acteur, mais pas que, et je serai votre hôte sur ce podcast. On aura un lancement officiel du podcast en septembre 2023. Ceci est une série spéciale Festival d'Avignon. 6 épisodes, 6 invités, 6 acteurs, des conversations uniques autour du théâtre, du cinéma, de l'art de l'acteur, de la créativité, de l'inspiration et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, notre invité c'est Yvan Lecomte, un comédien, auteur, metteur en scène, mais pas que. On a parlé de l'importance du moment présent dans l'art de l'acteur, du théâtre de rue comme l'essence du monde du spectacle, et enfin de son aventure en tant que comédien sur le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. Très bonne écoute. Unleash your creativity with the Actors Arc Podcast. Je m'interrogeais toute forme d'art, et pas que l'art. Tu vois, des entrepreneurs, des gens dans le business, des gens qui créent autre que dans le milieu artistique. Mais tu sais que c'est même hyper intéressant parce que moi j'ai une copine qui bosse, c'est une très très bonne copine à moi qui bosse au village by Crédit Agricole. En gros, c'est des pépinières d'entreprise, tu vois. Ouais. Et elle fait de l'accompagnement au développement, en gros. Et c'est vraiment, enfin tu vois, c'est vraiment à 1000 km de ce que je fais moi. Ouais. Mais en vrai, on se retrouve sur plein de sujets et plein de terrains de discussion. Elle fait du management, mais elle fait aussi du coup, je te dis, voilà, elle reçoit des mecs en tête à tête qui sont en mode, bah voilà, moi j'ai cette idée-là pour mon business, mais je sais pas comment la développer et tout. Et c'est à elle de trouver les rouages créatifs en fait pour amener les mecs à maximiser leur truc et à faire en sorte que ça devienne viable, quoi. Mais l'aspect création, il est de partout en fait. Ouais. Et en fait après la différence c'est qu'elle c'est hyper quantifiable du coup en termes d'euros, tu vois, en termes de thunes de business vraiment. Et en tout cas, je trouve que ça recouvre plein de professions en fait. Ouais. Évidemment, et de plus en plus. Mais je pense que faut, même pour les artistes ou des gens qui veulent travailler dans ce milieu, comprendre que c'est aussi du business, l'art. Enfin, tu vois, c'est aussi un business. Il faut aussi le comprendre comme ça, que oui, peut-être qu'on vend du rêve, mais tu vois, il faut en vivre aussi, tu vois. Faut quand même que tu puisses en vivre derrière. Donc, Je sais pas à quel point ce truc-là, c'est un bien ou un mal, je sais même pas l'analyser, mais tu vois, je sais que par exemple, ce qui fait la diff entre nous qui bossons beaucoup dans le théâtre privé et les gens qui bossent dans le théâtre public, c'est que quand tu bosses dans le théâtre public, t'as tendance à nier cette réalité-là, parce que de fait, t'es pas impacté en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les mecs, ils s'en foutent entre guillemets de remplir les salles, parce qu'ils ont déjà des publics d'abonnés et machin, et en fait, ils fonctionnent sur de l'argent public. Donc du coup, ils en viennent à nier ce truc-là en mode, c'est pas assez noble. Ouais. Enfin, tu vois, de penser business, c'est pas noble, en fait, ça rabaisse l'art. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, je sais que de tous les projets auxquels je participe, etc. Effectivement, il y a un aspect business qui est nécessaire, qui est intrinsèque au truc en fait. C'est vraiment, on peut pas s'en séparer. Et en vrai, je me demande à quel point, en fait, ça nous oblige. Moi, je le conscientise comme ça. Ça nous oblige à être, pour rejoindre le sujet de la créativité, à être créatif, à intéresser le public, parce qu'en fait, on est dépendant de ça. On a un rapport nous dans le théâtre privé où notre succès, il dépend du nombre de personnes qu'on a dans la salle parce que c'est ça qui nous ramène de la thune et c'est ça qui fait qu'on peut se payer et qu'on peut continuer à faire notre métier. Et sans être mercantile ou quoi, il y a un truc où je trouve que c'est, ça nous oblige à une certaine rigueur, à une certaine écoute du public. Ce qui, encore une fois, je dis pas que tous les mecs qui font du théâtre public sont comme ça, de loin de là. Mais, je pense que c'est un piège dans lequel tu peux tomber. Tu peux t'installer là-dedans, et te dire que oui, c'est subventionné, oui, je vais être payé, oui, je suis soutenu par un système derrière qui est tout le truc de l'aspect public. Ouais, et puis j'ai pas de risque en fait. Ouais. Mais c'est le côté entrepreneur à l'anglaise américaine. Enfin, tu vois, ce côté un peu libéral et ce côté français où tout est un peu, t'es soutenu toujours par un truc. Et du coup, mais du coup, il y a un côté l'intermittence, tu vois. On pourrait en parler. C'est génial, c'est incroyable comme truc. Mais
En vrai, ouais, c'est vrai que quand tu discutes avec des acteurs britanniques, moi, ça m'est arrivé quelques fois, tu te dis, waouh, les gars, ils sont ouf par rapport à notre système, et puis toi, t'es en mode, mais comment vous faites, en fait, pour survivre? Enfin, nous, il y a un truc aussi où c'est tellement ancré. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça amène du confort, et que le confort, c'est peut-être pas forcément un truc, très cool dans notre métier. En même temps, il y a un autre pendant, moi, je trouve, sur l'intermittence. Alors, enfin, il y a des gens qui y sont plus confrontés que d'autres, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la course au cachet pour pouvoir boucler leur statut. Et ça pour le coup, ça, je trouve que c'est un des aspects négatifs de ce côté rapport au business, je trouve. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que le confort que ça crée peut te dire machin. Et moi, notamment, je sais que quand je bosse sur des projets de ma compagnie, c'est différent. Mais quand je bosse sur des projets autres, bah, je suis en mode, c'est votre délire, les gars, je vous laisse faire votre truc. Je vais pas me battre pour imposer, non. Je vais pas me battre pour apporter une vision, pour apporter une amélioration ou quoi. Et puis si le projet est pas bien, il est pas bien, mais il me paye, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi ce côté-là. Mais c'est sûr que je pense quand même que quand tu entreprends, au sens de par exemple, moi monter ma compagnie et machin, et la tenir depuis 8 ans, etc. Effectivement, t'es lié à t'as une espèce de contrat que tu passes avec le public à chaque fois que tu sors une pièce, à chaque fois que tu joues une représentation, où, si tu plais pas, tu sais que ça va être galère, ça va être de plus en plus galère, et du coup, t'as un côté, où cet aspect-là, il est important. Et ça t'oblige à, si tu plais pas, ok, comment on fait pour plaire? Et exactement. Ça t'oblige à te remettre en question. Il y a toujours une place pour les trucs qui sont ouf. Et puis parce que rien n'est jamais gagné. Ouais, non, en plus. C'est-à-dire que effectivement, tu peux faire une bonne pièce, et puis la deuxième, elle va être pourrie, et puis en plus, et tu vas la jouer 3 fois, et après, plus personne va en et puis voir. ta pièce qui a marché peut-être telle année, 3 ans plus tard, elle marche plus parce que culturellement, on n'en est plus là. Parce que ça a avancé, parce que toi-même t'as avancé dans ton rapport au truc, bien sûr. Et du coup, il y a un truc où t'es constamment en remise en question, constamment. Ça fait partie de ce métier. C'est super dur en vrai de devoir tout le temps se dire, putain, ok, qu'est-ce que je fais? Et d'avoir ce retour, ce feedback du coup des spectateurs, d'une audience, de gens, et de constamment dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais en même temps, alors déjà il y a ça, il y a le retour du public, mais il y a aussi toi, comment tu te situes, comment tu te positionnes par rapport au truc. Tu vois, par exemple, nous, on a la première pièce qu'on a créée dans la compagnie, ça s'appelait La Générale à l'époque, ça s'appelle On ne fait pas ce qu'on va avec Molière aujourd'hui. Ouais. C'est une pièce qu'on a montée, vraiment c'est c'est l'acte de création de notre compagnie où on était tous sur le plateau et tout machin. Et cette pièce, elle est un peu morte avec le Covid. Et là, bizarrement, elle est en train de ressusciter. Je sais pas par quel miracle, mais là, il y a des gens qui nous la réclament. Alors que bon, voilà. Et en fait, moi-même, c'est même pas une histoire de retour de public là pour le coup. C'est qu'en me replongeant dans la lecture et en repensant à cette pièce, au personnage et machin, il y a des choses que j'ai envie de réécrire parce que je trouve que déjà, d'une part, ça colle. Enfin, il y a moyen de coller plus à pas coller à l'actualité, c'est pas le mot, mais coller plus à la culture générale de notre époque d'aujourd'hui, de 2023. Ce qui n'était pas le cas quand on l'a créé il y a 8 ans, en 2015, tu vois. Enfin, il y a des choses qui ont évolué, les réseaux sociaux. 8 ans, ouais, c'est 8 ans, c'est énorme. Ouais. Les réseaux sociaux, les mouvements militants, tout va hyper vite. Et du coup, en vrai, tout ça, t'as envie, sans l'intégrer, en faire un truc, une pierre angulaire de la pièce, mais t'as envie que ça parle un petit peu de ça, qu'en tout cas ça le prenne en compte. Que ces sujets-là soient qu'ils existent, quoi, qu'ils soient pas niés, en fait, qu'ils existent. C'est une pièce de son époque, tu vois. Et au-delà de ça, entre ce que t'as écrit en 2015 et aujourd'hui ce que tu es devenu en 2023 en tant que comédien, en tant que directeur artistique parce que c'est ce que je suis dans la compagnie, en tant que metteur en scène parce que c'est ce que je peux être sur certains autres projets, je suis pas sur celui-là mais voilà. Du coup t'as d'autres envies, d'autres exigences et t'as des trucs tu relis, tu te dis ça aujourd'hui c'est un peu naze, j'ai pas envie de le défendre, j'ai un peu honte de jouer ça, enfin tu vois sans aller jusqu'à là mais il y a un peu ce truc là où tu dis ça me fait chier, je le dégage. Et en fait au-delà de ça nécessite aussi beaucoup d'autocritique, mais aussi dans la créativité et tout ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de pas trop. Enfin, tu vois, le retour du public, il est important, mais il y a aussi un truc où des fois c'est le public qui comprend pas, c'est pas grave, faut peut-être insister quand même et garder son axe et se dire garder sa conviction profonde. Peut-être. Et puis en plus au théâtre, comme tu n'as accès que à une quantité limitée de personnes. Tu vois, de retour, peut-être que l'audience qui se connecte avec cette pièce-là ou ce que tu veux parler, elle est pas encore là, tu vois. Il peut y avoir ça, effectivement, il peut y avoir ce truc où tu sors un truc qui est peut-être un peu en avance avec son temps. Hier, on parlait avec les copains, on parlait du film de Alain Chabat avec les Robins des Bois, où quand il est sorti, il s'est fait démonter dans tous les sens. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu un film culte.
Et effectivement, on se ressortait des répliques, des trucs, des idées, des trouvailles qu'ils avaient eues dans ce truc-là, où tu te dis, putain, mais c'est du génie. En fait, aujourd'hui, tu te dis, c'est du génie. À l'époque, les gens qui l'ont vu, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce qu'ils étaient pas prêts, je pense. Mais en fait, les gars, ils ont fait bouger les codes de l'humour. Enfin, fait bouger les codes de l'humour en France, on va dire. Parce qu'en vérité, c'est un humour un peu anglo-saxon à mort, où pour le coup, tu sors ça en Angleterre, les gens sont déjà comme des oufs. Alors qu'en France, ils étaient pas prêts à ça. Alain Chabat, il a déjà amené ça avec les nuls, avec la Cité de la peur et tout ça, mais eux, ils ont creusé le sillon et ils sont allés dans un truc. Ce mec est quand même, fait partie de ces gars, qui ont changé un peu la culture au niveau de l'humour en France, et pas que d'ailleurs. Et puis pas encore que une fois, en restant, moi ce que j'admire là-dedans, c'est que ça reste ultra populaire, et en même temps, il y a une exigence et un truc de attends, j'ai ma vision, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux raconter, et je vais y aller. Et en fait, les gens me suivent ou me suivent pas. Mais comme c'est populaire, ils suivent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, c'est un peu à double vitesse. Il y a un peu un truc où à la fois c'est ultra populaire, ultra accessible, et à la fois il va se permettre des incartades dans des trucs où tu te dis waouh. Ouais, ça sort de nulle part. En fait, toi, quand t'as la sensibilité, quand t'as la fibre, tu regardes ça, tu te dis, oh putain, coup de génie, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit coup de génie, alors que tout le monde crachait sur ce film. Vraiment, tout le monde disait, ouais. Mais, et en fait, à la fois, comme c'est ultra populaire parce que c'est débile et que ça reste de la comédie, et la comédie, c'est le genre populaire par excellence, de mon point de vue, du coup, il y a forcément un public qui suit aussi. Mais ouais, je sais pas, c'est un peu... Ça peut, mais ça arrive, que ces œuvres qui sortent, que ce soit du cinéma, du théâtre, et qui deviennent quelque chose, mais plus tard, quoi. 10, 20 ans plus tard, ça revient. Il y a la génération qui comprend, ah putain, il était déjà là, lui. C'est marrant parce que c'est vraiment l'histoire de Détenu à tout prix, la pièce qu'on a amenée à Avignon cette année, là. Je sais que ils sont passés par des étapes de création qui ont été difficiles. Je peux même employer le terme de douloureuses, je pense, tu vois, des étapes de création douloureuses, où vraiment, ils sont partis de leur vision à eux, et même nous, au sein de la compagnie, des fois, on comprenait pas trop ce qu'ils voulaient faire. Tu vois. Private joke de ouf. Au début. Et en fait, en persévérant dans leur truc, en creusant leur délire, en machin, en fait, ils ont réussi à embarquer tout le monde dans le truc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est une pièce qui cartonne. Alors que vraiment, quand ils l'ont sorti, je crois qu'ils l'ont sorti il y a 6 ans, la première version, 5 ou 6 ans. Beaucoup de gens comprenaient pas. Vraiment, tu te dis, les gars... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être compliqué. Et en fait, c'est marrant de voir le parcours des choses et à quel point, et parce qu'on apprend aussi, tu vois, on avance tous en tant qu'artiste. Puis là, faut avoir cette confiance en soi pour se dire que comme tu dis, la vision, faut qu'elle soit. Je pense que au-delà de la confiance en soi, et c'est un peu pour revenir un peu sur ce truc-là, c'est pour moi tout l'intérêt du spectacle vivant, c'est que c'est vivant, ça bouge, c'est jamais mort. La représentation du jour 2 ne ressemblera jamais à celle du jour 1 et ainsi de suite. Enfin, pour moi, c'est vraiment ma vision du truc. C'est-à-dire que si tu te contentes de jouer tous les soirs la même chose, ça perd un peu de sa saveur. Tu vas chercher... quand t'es dans la création, je te parle vraiment nos projets de compagnie. Moi, c'est mon plaisir de me dire tous les jours, on va modifier 2-3 trucs, on va machin. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a, je pense, au-delà de la confiance en soi, il y a ce truc de dire ça marche pas comme je voudrais. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche comme je veux? Tu vois, et c'est même pas une histoire de confiance, c'est une histoire presque de frustration, de déception, de te dire, ok, moi j'ai mon truc dans la tête, je voudrais que le public reçoive ça, que le public le prenne, et le public le prend pas. Ok, je me pose des questions sur comment je vais faire en sorte qu'il le prenne, pourquoi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que truc. Et c'est, à la fois c'est de toute façon ultra abstrait, parce que qu'est-ce que tu vas, enfin, tu vois. Mais c'est ce que tu disais, t'as un public qui est limité devant toi en termes de nombre de personnes, donc ça se trouve ce public-là il reçoit pas, mais celui du lendemain il recevra. Mais en fait t'es constamment en train de modeler ta sculpture, quoi. C'est un peu le labo du petit chimiste où tu te dis aujourd'hui je vais mettre 2 gouttes de plus de ça, 2 gouttes de moins de ça, mais peut-être ça se trouve ça va déséquilibrer l'ensemble, on n'en sait rien. En fait, mais c'est l'avantage du vivant, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est-à-dire que si tu foires une date, entre guillemets, c'est pas grave au sens où t'as le lendemain pour te rattraper ou le lendemain ou la semaine d'après. Et puis c'est jamais complètement nul, tu vois. Ouais. Tu peux te permettre de tester en tous les cas. De tester des choses, de tenter des trucs. Déjà, avoir cette opportunité-là d'avoir un projet que tu peux tester, c'est déjà incroyable. Parce que non, mais ouais, c'est ouf. Ça coûte, en fait. Enfin, potentiellement, ça, tu prends un risque. Si on revient sur l'aspect business, ça coûte. Et puis tu prends un risque aussi que de te faire mal voir parce que ton truc, il est pas encore prêt ou de pas pouvoir le vendre derrière. On devrait pouvoir laisser
aux compagnies, ou enfin aux gens qui veulent créer, l'opportunité de montrer leur truc pour pouvoir ensuite le faire devenir quelque chose. Bah ouais, clairement. Et puis je pense que, enfin, après t'avances avec le temps, t'apprends à être plus honnête, et où du coup, même si ton truc il est un peu brinque-ballant quand tu le sors, bah t'as au moins l'honnêteté, la sincérité d'être dans un rapport avec ce que tu proposes et avec ton public. De savoir où t'en es, quoi. Où on peut te pardonner des choses, tu vois. Mais c'est sûr que moi, je remonte 8 ans en arrière quand on a sorti les premiers projets de la compagnie. Je ressortirai jamais ça aujourd'hui, tu vois. Enfin, j'espère que je ressortirai jamais ça, et j'espère que dans 8 ans, je me dirai la même chose des projets que je sors aujourd'hui. Je me dirai, putain, aujourd'hui, je referai plus les mêmes erreurs, je tomberai plus dans les mêmes clichés, dans les mêmes travers, tu vois. Et c'est ça que je trouve, c'est ce challenge de toujours avancer, toujours évoluer, toujours remodeler les choses. Ça, c'est à la fois pénible parce que t'as l'impression d'être dans le mythe de Sisyphe où vraiment ça s'arrête jamais, et en même temps ça s'arrête jamais, donc c'est cool. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Je voudrais parler du théâtre de rue. Waouh. Parce que c'est un truc que moi je connais pas spécialement, et toi c'est quand même bien ton monde, enfin en partie. Dans la rue, il n'y a pas de format imposé. Tu peux faire un truc qui va durer 2 minutes 30 comme un truc qui va durer 3h30. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est cette liberté-là qui est cool, parce que du coup, quand tu te lances, quand t'es dans la création, justement, si on parle de créativité, bah, des fois, tu peux te dire, ah putain, mais vas-y, il va falloir que je tienne 1h10 avec ce sujet-là, machin, c'est long, c'est machin, est-ce que je vais avoir assez de choses à raconter? L'avantage de la rue, c'est que t'as 5 minutes, c'est pas grave. Et donc, du coup, t'as une liberté totale. Donc, moi, j'ai commencé l'année de mes 20 ans à monter des spectacles avec cette compagnie-là. Donc au début, vraiment des trucs jonglage théâtre, mais qui sont pas vraiment des trucs de rue au départ, qui sont des trucs qui s'intègrent encore une fois plutôt dans des cabarets. Et au final, petit à petit, on commence à découvrir un peu le monde de la rue, et en allant notamment dans les festivals comme Chalon dans la rue, comme Aurillac, tu vois, des gros festivals de rue. Donc là, on est sur 20, 21, 22. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment, je pense que le premier festival d'Aurillac que je fais, je pense c'est ça, je dois avoir 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Ok. Ah ouais, avec une pote et tout, je découvre des spectacles. Et cette compagnie-là, elle dure quasiment 10 ans. Et effectivement, on monte plein de spectacles qui sont... Alors, il y a toujours un peu de jonglage dedans, toujours. Et puis, petit à petit, on rajoute des trucs, on rajoute un peu de la musique en live, on rajoute un petit peu des numéros de clowns, des trucs comme ça, tu vois. Et on a monté, je sais plus combien de spectacles, mais 5 ou 6 peut-être en 10 ans. Ce qui est quand même pas mal. Et puis des trucs déambulatoires avec des personnages un peu peinturlurés de la tête aux pieds, tu vois, des trucs où on s'amuse, en fait. On cherche, en fait. L'avantage, c'est que, encore une fois... Là, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, c'est que là, vous avez l'opportunité de vous tester, et que il y a pas de risque au fait de on est amateur, on s'en branle. On s'en branle complètement. Et puis, ce qui est incroyable comme opportunité pour toi, même en tant que comédien, pour te former, parce que et puis c'est bien parce que tu défriches des terrains vers lesquels tu serais pas allé, tu vois. Tu vas faire, un des spectacles qu'on a fait, c'était vraiment un spectacle de cirque, c'est de l'arnaque circassienne, mais c'était du cirque et du clown, tu vois. Un autre spectacle qu'on a fait, c'était plus un spectacle un peu poétique, romantique, machin. On a fait une déambulation qui était vraiment du coup de l'incarnation de personnages. On a fait vraiment plein de trucs très différents, quoi. Moi, en tant que spectateur de théâtre de rue, il y a des choses où je me dis, pour caricaturer, je me dis ça c'est pas de la rue, mais en fait ça n'a pas de sens. Du théâtre de rue, c'est juste du théâtre que tu fais dans la rue, tu vois. L'essence du théâtre de rue, pour moi, c'est de faire l'inverse du théâtre de salle. C'est-à-dire que le théâtre de salle, c'est un public qui vient voir une pièce. Non, là, c'est une pièce qui vient voir un public. Qui était là pas pour ça de base. Pas pour ça de base, j'en sais rien, mais en tout cas, de le rendre plus accessible. De dire, en fait, venez. Et en plus, vous allez payer éventuellement à la fin si ça vous plaît. Vous n'êtes même pas obligé de payer. Et vous n'êtes même pas obligé de payer. Et vous n'êtes même pas obligé de rester. Vous pouvez vous barrer quand vous voulez. Et tu peux même arriver en cours de spectacle et rester jusqu'à la fin. Enfin voilà, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est le théâtre de salle, mais en plus libre. Et en plus accessible au sens où, ben voilà, comme tu dis, des gens qui n'ont pas spécialement prévu, tu tombes souvent en théâtre de rue, il y a juste des gens qui passent dans la rue qui savent même pas qu'il se passe un truc, qui s'arrêtent et qui vont dire ah, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi. La définition première, on va dire la colonne vertébrale du théâtre de rue, elle est là. Après, encore une fois, ce que je te dis, moi en tant que spectateur de théâtre de rue, des trucs où je vais me dire j'aime pas quand ça se passe comme ça en théâtre de rue, je trouve ça dommage. Pour toi, il y a un truc qu'on devrait le faire comme ça et... Non, je sais pas qu'on devrait, c'est que moi je trouve que le théâtre de rue n'est jamais... Et encore, c'est dicter une grande règle, hein, c'est un peu con ce que je vais dire, mais n'est jamais aussi intéressant que quand il prend vraiment place et corps dans la rue. J'essaie de m'expliquer. En fait, tu vois,
au théâtre, en salle, tu vas souvent jouer des pièces avec le 4e mur fermé. Avec un truc où c'est comme tu rentres dans une salle de cinéma, tu es spectateur et uniquement spectateur. T'es rarement en lien avec l'acteur ou quoi. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est quand ça brouille les frontières, quand en fait, on assume le fait qu'on fasse du théâtre dans la rue, face à un public. Je dis pas que ça veut dire que toute ta pièce doit être en interaction, que tu dois faire participer les gens. Je dis pas ça. Je dis juste, en fait, il y a une dimension où, entre guillemets, on ment moins aux spectateurs. Mais je mets pas de sens péjoratif sur le mot mensonge. Tu vois, on dit à un acteur, c'est un menteur qui dit vrai. Pour moi, c'est très bien de mentir au spectateur. On lui ment pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va lui raconter une histoire. De toute façon, on lui ment. Mais il y a un truc où, et c'est un peu le cas, par exemple, je fais un parallèle avec Le Porteur d'Histoire, que t'as vu, je crois. Je l'ai vu, bien sûr, ouais. Où le tout début de la pièce, pour moi, relève de ce côté un peu rue. Un peu, on vous accueille. Bah, en fait, on va vous raconter une histoire. Aujourd'hui, on est là pour vous raconter une histoire. On est des acteurs, en fait. On ne triche pas avec ce truc-là. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse. Selon moi, mais aujourd'hui, ça se trouve, dans 5 ans, j'aurais changé d'avis. Mais aujourd'hui, selon moi, c'est le truc qui m'intéresse dans le théâtre de rue, c'est cette sincérité-là. Ce truc de dire, on ne vous ment pas. On est des acteurs, on va jouer des rôles, et en même temps, on va quand même réussir à vous emmener. Et là, quand il y a ça, tu vois, en le disant, j'ai les poils, parce que vraiment, je suis en mode, c'est ce que j'aime, moi, ressentir en tant que spectateur, qu'au début, on m'a pas menti, on m'a accueilli de manière simple, on m'a dit, tu vas voir un spectacle, et en fait, le spectacle, il m'a emmené ailleurs. Malgré le fait que, tu vois, c'est marrant, moi, j'ai fait des études d'ingénieur à la base, et j'ai eu un prof, qui est mort il y a pas très longtemps, qui était un philosophe qui s'appelait Bernard Stiegler, un grand philosophe qui pensait beaucoup, notamment, le rapport aux industries culturelles, donc la radio, la télé, le cinéma, tout ça. Bref, et je me souviens que il travaillait beaucoup là-dessus, sur la notion de le mensonge dans l'image, mais encore une fois pas dans le sens péjoratif du terme. Et il nous avait montré notamment un extrait d'un film de Fellini, je me souviens plus du nom, où en gros il te montre les coulisses du plan qu'il va te montrer. En gros, c'est un mec sur une mobilette avec une nana derrière, je crois, et avec, la mobilette, elle est fixe en mode un peu fond vert, tu vois. Il y a un paysage qui défile derrière, mais je crois que c'est un rouleau de photos qui font rouler, machin. Le gars, il a son écharpe qui flotte au vent, mais il te montre qu'il l'a attachée avec un fil et qu'il va la bouger comme ça. Et en fait, il te montre les coulisses et après, il te montre le plan. Et malgré le fait que t'aies vu les coulisses, tu vois le plan et t'y crois quand même. Tu vois, et c'est cette magie-là que moi, j'aime voir opérer, parce que je pense qu'en fait, j'aime beaucoup les beaux produits. Quand je vais en salle, j'aime beaucoup les beaux produits théâtraux en mode 4e mur fermé, où on me met plein la gueule et où je ressors en me disant, bah, j'ai vu un truc incroyable. Mais dans la rue, je crois que j'aime cette sincérité-là. J'aime ce truc où il y a un rapport direct avec le présent, en fait. Être au présent, tu vois. Je pense que c'est vraiment, moi, c'est un peu ma définition actuelle du théâtre de rue, mais c'est pas si simple pour un spectateur de venir surtout aujourd'hui où on a perdu cette capacité-là à venir dans une salle de théâtre et vraiment accepter de se faire emporter. Alors que là, tu vas les chercher dans la rue, enfin, tu vas les chercher et limite, tu les prends par la main et tu dis, venez avec moi, je vous emmène, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va être cool et c'est let's go, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'effectivement, c'est cette dimension-là qui me touche, c'est ce que tu dis, c'est prendre le public par la main, c'est lui dire, venez, ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être... Enfin, on va passer un moment ensemble, en fait. C'est ce moment de partage. Moi, je sais que, tu vois, j'ai fait beaucoup de théâtre de rue en amateur avant de basculer en professionnel, parce que j'ai basculé, j'avais 29-30 ans, un truc comme ça. Et quand j'ai basculé, j'ai fait que du théâtre de salle. Je me suis remis au théâtre de rue il y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Et je sais que c'est cette dimension-là qui me manquait dans la salle, cette dimension du rapport au public. Je sais que souvent, j'ai eu la chance de jouer dans des grosses productions comme Le Porteur d'Histoire, mais comme plein d'autres pièces dans des gros théâtres, privés, mais des gros théâtres. Et pour le coup, ça me manquait de sortir de la salle et de voir que le public était plus là et que les gens étaient partis. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que cette salle est noire, tu vois pas le public, tu joues ton truc pendant 1h20, 1h30, à la fin t'as les applaudissements, tu salues, t'es content, et puis tu vas te changer et tu sors des loges et il y a plus personne. Une sorte de distance qui se crée, quoi. Il y a un côté, il y a un côté où moi je pense que si je fais ce métier, c'est justement, je sais que moi ce qui m'a décidé à basculer en pro, c'est notamment Le Porteur d'Histoire, parce que quand je l'ai vu en tant que spectateur, j'ai reçu une décharge émotionnelle où je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est que je veux créer des décharges émotionnelles au public.
Et d'un point de vue complètement narcissique et égotique, j'ai envie aujourd'hui en tant qu'acteur de voir, d'entendre, de sentir que les gens, ils ont reçu cette décharge émotionnelle. Souvent, on dit que les acteurs ont un ego et qu'ils sont narcissiques, qu'ils le font. Tu vois, il y a un côté où ils s'aiment et ils veulent qu'on les aime, et il y a ce côté un peu de se sentir désiré. Mais en soi, raconter des histoires, c'est tellement incroyable. Les spectateurs vont se connecter avec toi, Yvan, en tant que personne, après, peut-être en se disant, ok, mais en soi, quand tu leur racontes l'histoire, Yvan, il est plus là. Ah ben non. C'est pas Yvan qu'on regarde, c'est tous les personnages que tu vas, qui vont passer à travers toi. Enfin, clairement, moi, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a une vraie ambivalence là-dedans. C'est-à-dire que, à la fois, je suis ravi, notamment en théâtre de rue, de retrouver ce contact avec le public, mais à la fois, quand les gens viennent me parler à la fin, ils me font des compliments, je sais pas les recevoir. Tu vois, il y a un truc où je suis gêné, où je me dis, allez vite que la discussion se termine, parce qu'en fait, j'ai l'impression, moi, Yvan, d'avoir rien d'intéressant à leur répondre. J'ai l'impression que tout le côté intéressant de ma vie, entre guillemets, je l'ai fait avant, tu vois, c'est mon métier, et je l'ai exercé avant, et là, à la fois, je suis très content quand les gens viennent me dire, c'était incroyable, on a été super touchés, ou machin, ou on a voyagé, ou... Parce qu'après, le truc, c'est que toi, pour eux, comme tu les as embarqués dans leur imaginaire, que à travers ton corps, physiquement, ce que tu es, ils ont imaginé tous ces personnages, ils ont imaginé tous ces mondes. Bah, du coup, comme ils l'associent à toi, derrière, quand tu les vois physiquement, ils voient toi, mais ils voient tous les personnages qui étaient là aussi. Sauf que toi, t'es redevenu toi. Ouais, tu fais, oh! Et du coup, tu fais, les gars, je suis beaucoup moins intéressant que ce que vous croyez, en fait. Juste un mec cool, normal, genre simple, comme vous, quoi. En tout cas, je sais que voilà, moi, le théâtre de rue, c'est ça que je recherche là-dedans. C'est ce moment, être vraiment au présent. Et tu vois, et ça, c'est un truc pour le coup qui en plus, je trouve, m'apporte beaucoup dans ma pratique de comédien sur les autres projets. C'est-à-dire que justement, tu vois, là, je sors de Chalon dans la rue, on a fait 4 dates. Bah évidemment, autour il y a du bruit, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui parlent, il y a des téléphones qui sonnent, il y a des gens qui bougent, qui se lèvent, qui s'en vont, machin. Mais il y a un truc où du coup, comme tu apprends à jongler avec ça, tu vois, notamment, encore une fois, c'est du théâtre vivant, donc ça bouge tous les jours. La dernière représentation qu'on a faite, moi, on joue Antigone de Sophocle, donc on a quand même des bons pavetons à sortir. Mais on essaye de travailler justement sur le rapport au public dans cette pièce-là. On est vachement là-dessus. Et sur la dernière représentation, pendant mon monologue, il y a eu beaucoup de mouvements de foule c'était vraiment notre volonté que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça pour la première fois où vraiment il y a eu des gros mouvements de foule avec des gros déplacements de spectateurs, alors que le spectacle est fixe. Et pour le coup, ben, tu dois apprendre à jongler avec ça parce que t'as des gens qui réagissent à ces mouvements de foule, qui les applaudissent, qui en rient, qui machin. Et toi, t'es dans ton monologue et tu te dis, ok, faut que je sois vraiment au présent, en fait. Il faut que je me serve, que je me nourrisse de ce qui se passe. Et je trouve que ce truc-là, c'est un truc, ça relève du lâcher-prise. Et dans la pratique du métier de comédien, c'est quand même, pour moi, le saint graal. Le lâcher-prise. Quand t'arrives à être en lâcher-prise totale sur un plateau, quand on arrive à un degré de maîtrise de ton texte, de ta mise en scène, de tes actions et tout ça, et qui te permettent de lâcher complètement le cerveau, et d'être vraiment au présent, c'est là où ça devient, c'est là où tu transcendes ton métier, quoi, je trouve. Et le théâtre de rue est une très bonne école pour ça, je trouve. Ouais. On en revient un peu à de l'impro aussi. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est qu'effectivement, je pense que le théâtre de rue est une très bonne école, mais c'est loin d'être la seule. En vérité, moi, tu vois, justement, sur cette compagnie de rue avec laquelle je bosse, Lapin 34, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui sont dans l'impro depuis 20 ou 30 ans, qui sont des tueurs de l'impro. C'est un milieu que je ne connais pas du tout, qui en tant que spectateur, en plus, à la base, mais c'est des a priori à la con, mais ne m'intéresse pas. Donc je connais pas du tout l'impro, mais je vois ces gens-là bosser en étape de création. C'est fascinant. Et je pense que j'ai beaucoup appris à leur contact aussi, à lâcher le cerveau, à être dans la proposition de l'instant, du moment présent. Encore une fois, je reviens vraiment à ça parce que je pense que, notamment du point de vue de la créativité, le moment présent, c'est un truc pour moi qui me semble fondamental. Si t'es dans l'émotion et dans et à l'écoute de toi, de tes partenaires, de l'environnement, de tout ce qui peut se passer autour, tu vas réussir à amener des propositions qui vont être intéressantes en tant que comédien. Mais c'est ce que tu disais aussi sur le fait que, quand tu joues une pièce, encore une fois en salle, t'as un confort qui fait que tu n'es concentré que sur ta mise en scène, elle est comme ci, comme ça, et t'es dans le truc de dire, il faut que je fasse bien ce truc-là, il faut que je pense à ce moment-là à faire ce truc-là, ce machin. Alors que dans la rue, c'est entre guillemets presque l'inverse, c'est-à-dire que tu as ta mise en scène en tête, mais tu
tu vas te dire ah ok, il se passe ça, il va falloir que je compose avec et que je réussisse à l'intégrer. Voilà, moi il y a rien qui me frustre plus quand je sors d'une représentation où je me dis ah il s'est passé ça et je l'ai pas pris en compte. Et je l'ai pas utilisé, ouais. Quand tu as cette capacité-là à, comme si tu ralentissais le moment présent, tu ralentissais le temps, pardon, et t'as un moment d'inspiration qui est fulgurant et ton corps arrive à suivre et à accepter, comme tu dis, donc lâcher prise, à accepter de prendre cette voie-là en disant, ok, je sais pas ce qui va se passer avec ça, on va voir, on verra, ça va être cool ou pas, on verra, mais ça, je vois très bien ce que tu veux dire, et encore une fois, ça rejoint aussi le fait que, des fois, du coup, c'est casse-gueule, des fois, c'est raté. Mais parce que tu t'offres l'opportunité de, justement. Et aussi, je sais que des fois, t'as des trucs qui sont, où toi-même, en tant que spectateur, t'es impressionné par la rapidité de répartie d'un comédien par rapport à quelqu'un du public qui lui sort un truc. Mais en fait, c'est justement parce que c'est des mecs qui s'offrent l'opportunité d'eux. Et pour une fois où c'est fulgurant et où c'est incroyable, il y a peut-être eu 9 fois où ça a été un peu bancal, tu vois, où c'était pas mal, mais voilà. Mais en fait, c'est un muscle, ça se travaille, en fait. Plus tu le fais, plus t'es bon à ça. Ouais, bien sûr. Plus t'auras les bonnes impulses, plus tu seras capable de lâcher prise, que le corps sera détendu et de prendre ce temps, cette seconde ou 2 secondes qui fait que t'as le temps de partir sur autre chose, quoi. Ouais, exactement. J'ai commencé l'impro, mais il y a 2 ans. Donc avant, j'en avais pas fait, à part, tu vois, dans des exos pour plus orienté comédien, pour essayer de comprendre un peu. Mais vraiment faire de la pure impro avec des matchs, des trucs comme ça, tu vois. J'ai commencé il y a 2 ans et pour un comédien, c'est une école qui est incroyable, qui est folle. Pour apprendre justement cette capacité-là à complètement ne pas se raccrocher à 0 texte, 0 segment, 0 rien, 0 truc. Juste tu te laisses partir et tu verras où ça t'emmène. Et aussi ne pas avoir peur parce qu'en impro, c'est sûr que ça va être plein de fois nul. C'est sûr. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est spectaculaire. Ouais. Mais tu vois, même regarder de l'impro, avant je regardais pas, maintenant je regarde, alors ça me fait kiffer d'aller en voir. Et en tant que spectateur, quand tu regardes de l'impro, justement, tu acceptes que potentiellement tu vas avoir une daube. Et ça va pas marcher. Mais ça sera quand même bien. Parce que tu vas quand même t'éclater en disant, ah putain, ça a pas marché, ah il a pas fait ça, il a pas fait ci. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un côté, t'as même pas besoin que ce soit des bons comédiens ou des, tu vois, après forcément, quand t'es des mecs qui sont très bons en impro, ça devient incroyable. Mais limite, c'est quand même plus cool quand il se passe des daubes, des merdes, tu vois, quand il y a un truc con qui se passe, qu'il se foire, qui machin. Et comment tu rattrapes le truc et tout ça, bien sûr. Mais je trouve qu'en plus, moi, c'est vraiment, pour le coup, je l'ai expérimenté en étape de création, travailler avec des improvisateurs, des gens qui ont l'habitude de ça. C'est fascinant parce que du coup, tu vas amener des choses, et je pense qu'au final, moi-même, je pense que je suis pas mal là-dedans, en fait. Enfin, en tout cas, quand je suis dans un environnement qui est là-dedans, je vais m'y greffer sans problème, tu vois, je vais vraiment rentrer dans ce jeu-là, parce que ça m'amuse, en fait, de dire, t'as un petit bout de ficelle qui dépasse, il y en a un qui commence à tirer dessus, vas-y, je vais tirer dessus aussi, puis on va voir ce que ça donne. Il y a ce côté-là où je trouve que, en étape de création, quand t'es en étape de recherche et tout, même sur un texte qui est écrit et tout, machin, on s'en fout. En fait, et même, je trouve que, même si tu gardes pas, même si à la fin tu reviens à ton texte initial et tu effaces tout ce que t'as fait, ça n'empêche que c'est là. C'est à l'intérieur, dans le truc, et du coup, la liberté, elle se gagne comme ça. Ouais. Quoi. Et si t'es capable de le faire en impro, ou dans des situations comme le théâtre de rue, où c'est l'extrême de ça, après, tu t'amènes ça dans le théâtre un peu plus carré, ce petit mélange là, ça fait des trucs. De toute façon, il y a pas à dire. Alors après, c'est peut-être moi avec mes lunettes et mon microcosme, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les mecs qui sont en train de cartonner au niveau humour dans la salle à Paris, c'est des mecs qui viennent de la rue. Je pense au Chiche Capon par exemple, notamment à Fred Blin qui fait un super solo. Ça cartonne, mais ça cartonne parce que les mecs arrivent avec un vent de liberté qui est fou, qui est incroyable. Lui c'est fou. Il y a Arnaud Aymar aussi. Alors pour le coup, je crois qu'il est beaucoup plus revenu dans la rue maintenant, mais il a fait un bon gros passage par la salle. Il a bossé avec Edouard Baird notamment et tout ça. Et c'est des mecs qui forcément viennent mettre des coups de pied dans la fourmilière du théâtre de salle, parce qu'en fait ils arrivent avec leur liberté. Et moi, ces 2 mecs là que je cite, la Fred Blin et Arnaud Aymar, ça fait partie des comédiens que j'ai vus sur un plateau les plus libres possibles. Et ça, c'est jouissif, quoi. C'est juste incroyablement jouissif. En tant que spectateur, tu te dis, mais en fait, ça va jamais s'arrêter, quoi. Je sais pas où le mec va m'emmener, c'est impossible de savoir. Il y a ce côté imprévisible, en fait. Mais ouais, c'est fascinant.
C'est fascinant. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Du coup, donc toi, t'es passé par une voie un peu plus commune, un peu plus normale pour les gens normaux. Tu veux dire avec un salaire normal qui tombe tous les mois, qui a pas de surprise. Ce genre de vibe. Moi, je me souviens toujours de ma mère qui du coup, elle était prof de lettres, faisait beaucoup de théâtre à côté, vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'elle est partie en pré-retraite assez vite vu qu'elle a eu 3 gamins. Et je sais pas à quel âge, peut-être 45 ans, un truc comme ça, ou ouais, 45 je dirais, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, elle a fait plus que du théâtre en amateur, mais plus que du théâtre. Elle avait 2 assos qu'elle gérait, machin, etc. autour du théâtre. Mais je me souviens l'avoir toujours entendu dire moi ça m'intéresserait pas d'en faire mon métier parce que je voudrais pas avoir à faire des trucs de merde pour pouvoir faire mon statut. Et notamment parce qu'on bossait beaucoup dans cette compagnie amateur avec un metteur en scène professionnel qui venait de Pantin, qui s'appelle Michel Mourtero, qui a un super théâtre qui s'appelle le Théâtre des Loges dans un ancien lavoir magnifique, qui fait du théâtre vraiment à l'ancienne, un peu du théâtre de Tréteau, qui monte que des textes classiques, quasiment, et qui a été un de mes maîtres, hein, très clairement. J'ai bossé 3 ou 4 ans avec lui et j'ai vraiment tiré beaucoup d'enseignements de ça. Okay. Mais elle le voyait justement, enfin, elle savait que c'était un quotidien qui était pas simple, quoi. Ouais. Au niveau financier. Donc t'as quand même eu cette vibe-là de ta maman qui t'a dit oui, mais, cool, mais elle m'a jamais dit fais gaffe parce que tu vas en chier. Ouais, okay. Elle m'a dit voilà, faut avoir conscience que ce métier, pas drôle tous les jours. Ça peut ne pas être drôle tous les jours. Oui. Et ma mère m'a glissé à l'oreille en me disant tu sais, prof, tu bosses 18 heures par semaine, t'as du temps libre pour faire du théâtre à côté. Ouais. Je finis prof de maths et je fais ça pendant, je crois, 6 ans. Ouais, quand même, et en vrai, je m'éclate parce que en parallèle, avec les élèves, je fais des ateliers court-métrage, des ateliers théâtre, des trucs comme ça. Et je sais que sur les dernières années, où j'étais prof et où j'avais toujours ma compagnie de théâtre de rue, moi, j'essayais d'amener le sujet sur la table, de passer en compagnie semi-pro, c'est-à-dire d'essayer de se faire des cachets de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, machin, mais de commencer à professionnaliser le truc. Et je sens que dans ma compagnie, à la base, on est un peu nombreux, et puis à cette période-là, je pense qu'on est plus que 4 ou 5 dans le noyau dur, tu vois, à être 3 à être fréquemment là. Et je sens que je suis un peu le seul à manifester cette envie-là de s'investir, voilà, outre mesure dans le truc. Et du coup, ce qui fait la bascule, encore une fois, tout ça est toujours très très présent dans ma vie, et je sens moi-même, de toute façon je suis rentré à l'éducation nationale en me disant je fais pas plus de 10 ans dans ce taf parce que je vois des profs en fin de carrière qui sont aigris et j'ai pas envie de finir comme ça. T'avais déjà une vision de limite, tu te limites à un temps. J'étais en mode en fait c'est un travail qui est tellement épuisant. En vrai, j'ai trop de respect pour ceux qui font ça toute leur vie. Ouais. Parce que c'est vraiment, ça te bouffe la tête, ça te bouffe l'énergie, etc. Même si voilà, tu bosses que 18 heures par semaine. Et voilà, et moi je suis arrivé là en me disant je fais pas plus de 10 ans. Et j'ai tenu 6 quand même. C'est pas mal. Et en fait, je sais qu'à cette époque-là, je cherche un peu. Je me dis, tu vois, j'arrive au bout de 4 ans 4-5 ans de carrière dans l'éducation nationale. Je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire après? Puis j'ai toujours tout ça qui est très présent. Ouais. Et je commence à m'intéresser pas mal à l'écriture, justement. Parce que avec ma compagnie de théâtre de rue, on ne faisait que des créations. On écrivait toutes nos pièces. Et je commence à me dire, voilà, et puis je réalise un peu des petits courts-métrages, des petits machins à côté, tu vois. Et je commence à m'intéresser à ça, et je vois, en suivant Alexandre Astier sur les réseaux sociaux, qu'il y a une masterclass qui est organisée à Lyon par Christopher Vogler, le script doctor américain qui a bossé pour Disney, machin, etc., qui a écrit The Writer's Journey, si je prononce bien. The Writer's Journey, right? The Writer's Journey. Et du coup, c'est organisé pendant les vacances d'octobre, je me souviens très bien, je pense que c'est 2012, si je dis pas de conneries, ou peut-être 2011. Ça doit être juste quelques mois après que je découvre le porteur d'histoire pour la première fois à Avignon. Ok. Bref, et donc, c'est organisé pendant les vacances d'octobre. Là, tu cherches ce genre de choses ou ça vient à toi? Je suis en mode, vas-y, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire après, tu vois, vraiment, mais après, tu vois, en me disant, voilà, j'ai encore 4-5 ans devant moi, mais je commence à développer un peu du skill à côté. Donc, je descends faire cette formation de 3 jours, je sors. Mais là, ton cerveau, il se dit déjà, ok, je veux tendre vers un truc. C'est sûr. J'imagine que tu avais déjà un peu une vision de toi en train de faire ce métier, quoi. C'est sûr. Mais je sors de ce truc-là lessivé. Ah ouais? Ouais, c'était 2012. Mais je sors lessivé en mode, mais qu'est-ce que je viens de me prendre dans la gueule, quoi. J'ai l'impression de prendre un 35 tonnes en pleine face, quoi. Je suis en mode, mais vraiment. Et je me souviens très bien, je connaissais pas du tout Lyon à l'époque. Je sors de cette formation, c'était à l'Amphi 3000, la Cité Internationale. Et je redescends à pied jusqu'à la gare et je traverse tout le parc de la Tête d'Or à pied et je suis en mode zombie, quoi. Je suis en mode, je chiale.
Et je comprends pas ce qui m'arrive, tu vois, je suis en mode, mais ok, bon, bref. Donc je me dis, bah vas-y, en fait, je vais raconter des histoires, ça va être ça ma vie, en fait. Ma vie d'après, ça va être ça. Et je commence à monter une auto-entreprise pour faire des films, machin et tout. Me dire, voilà, je commence aussi à développer un peu du réseau là-dessus pour basculer. Et à ce stade-là, je suis en mode, bah voilà, tu vois, je continue à être prof, mais je continue à développer des trucs à côté. Et il se trouve que du coup, cette masterclass était parrainée par l'Acting Studio, que tu connais. Bien sûr, on se connaît. Puisqu'on a fait la même école. Et l'Acting Studio qui est dirigé par Joël Sevilla. Et du coup, quelques mois après cette masterclass, je reçois dans ma boîte mail un truc qui dit l'Acting Studio, école de théâtre professionnelle à Lyon, organise des stages semi-pro ou voilà, stages intensifs pendant les vacances d'été. Okay. Et toujours avec ma compagnie amateur, je dis bah en fait on a des fonds les gars, ceux qui veulent faire le stage, on leur paye, après vous vous démerdez pour le logement, le trajet, machin, et on fait ça. Au final on se retrouve à deux à partir à ce stage. Stage d'été du coup de 2013. Voilà. De 2013. C'est marrant parce que moi j'ai fait celui de 2014. C'est ça, ouais, de 2013, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, ça se passe très bien. Et à la fin, Joël Sevilla, la directrice de l'école, me prend entre quatre yeux et me dit si tu veux venir à l'école, il y a une place pour toi. Si tu veux bosser dans ce métier, tu bosseras. Et en fait, il y a un truc où, tu vois, je reviens sur ce que ma mère disait sur être intermittent, c'est vouloir bouffer de la vache enragée, il faut s'accrocher, c'est difficile, c'est machin. Et en fait, moi, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, mais j'ai toujours fait beaucoup de théâtre dans un microcosme picard où l'intermittence, c'est un truc qui n'existe quasiment pas. Il y a très très peu d'intermittents, en tout cas dans la zone où j'étais moi, il y en avait très très peu. C'est une réalité que je ne connaissais pas. Et le seul discours que j'avais, c'était celui de ma mère. Et là, pour la première fois, je sors de mon confort, je me confronte à la ville. J'avais pas fait, tu vois, j'avais vécu à Paris 4 ans, j'avais fait 2-3 représentations là-bas, mais je m'étais jamais vraiment confronté à quelque chose là-bas. Bien sûr, ouais. Et là, je me retrouve face à quelqu'un qu'en plus j'ai vu à la télé et machin, enfin, tu vois, il y a de ce côté. Tout. Ouais, toujours, ouais. Et qui me dit, bah, toi, tu peux faire un truc. Tu peux bosser, quoi. Et en fait, ça a fait un genre de déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, je tourne autour du pot depuis peut-être 10 ans. Genre, je peux le faire, quoi. En fait, là, il y a quelqu'un dont c'est le boulot depuis 30 piges et qui me dit, toi, tu peux le faire. Mais je me suis dit, en fait, soit elle se gourre complètement, mais bon, enfin, je me dis, il y a quand même quelqu'un qui sait de quoi elle parle en face. Mais en vrai, je pense que je t'aurais dit pareil. et donc, du coup, ça prend 1 an où, du coup, je commence à préparer mes petites affaires, à me parler de l'éducation nationale et tout ça. Je lâche tout ce que j'ai en Picardie. Je déménage à Lyon, je fais cette école et je bascule comédien pro 1 an plus tard, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que imagine-toi tous ces gens qui sont dans un cas un peu similaire. Ouais. Où ils ont pas cette personne encore qui leur a dit toi tu peux le faire. Il y en a plein en vrai. Il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein et qui ont besoin d'entendre ça, de dire putain, tu vois, est-ce que j'ai besoin de passer par toutes les étapes? Peut-être pas en fait. Et en fait, il y a un truc, si tu veux, alors c'est marrant parce que il y a un truc qui moi m'a allumé une lanterne. C'est que, tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'ai 2 parents profs. Donc, la sécurité de l'emploi, je connais. Le salaire qui tombe tous les mois, je connais. Tu vois, et le confort, je connais. Et du coup, quand t'es dans l'éducation nationale depuis 5 ans, et que tu sens qu'il y a ça qui t'attire, l'intermittence. Enfin, l'intermittence, on s'en fout. L'intermittence, c'est un statut, mais le métier de comédien. Ce monde-là, ouais. Du coup, avec son incertitude, sa précarité, moi, il y a eu un truc en moi qui s'est brisé, c'est-à-dire que j'étais en mode putain, ça m'attire, mais en même temps, c'est ultra flippant, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé en juillet 2014, où je suis en mode ok, je vais demander une dispo à l'éducation nationale, c'est-à-dire en gros une année sabbatique, une année blanche, ouais. où je peux reprendre le boulot après, si je veux. Je suis là-dedans et je me dis je vais faire ça, mais en fait, je suis vraiment frileux. Donc en fait, je descends et Joël, je l'ai au téléphone pendant toute cette année-là et elle me dit, parce qu'en gros, moi je m'étais dit, je reste encore 2 ans dans l'éducation nationale et après je viens faire cette école à Lyon. Joël me dit, tu tiendras pas 2 ans. Elle avait raison. Elle avait raison sur ça, elle avait raison sur du coup le fait que je pouvais faire ce que t'étais déjà dans la deuxième phase des 10 ans avant. Voilà, exactement. Et la limite commençait à se rapprocher. J'arrive 1 an après, je descends à Lyon et je dis vas-y. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais postuler à des jobs pour donner des cours particuliers. Pour pouvoir me payer, parce que j'avais un prêt sur le dos, machin et tout, encore en Picardie, pour pouvoir me payer cette école, me payer un loyer à Lyon et continuer à payer mon prêt en Picardie, parce que du coup, t'as ton salaire qui s'arrête de tomber pendant 1 an. Et du coup, je postule courant juin à genre 6 ou 7 offres d'emploi, donc j'ai 6 ou 7 entretiens
individuel, Ouais. entretien, je sais plus comment on appelle ça, entretien d'embauche. Ouais. Voilà. Parce que maintenant je dis casting, donc forcément j'ai un peu la déformation professionnelle. Mais j'ai 6 ou 7 ans. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'on en fait plus. Mais je crois 6 entretiens d'embauche. Donc je descends et j'ai encore rien dit à l'éducation nationale. Hein. Je suis en mode, je reprends en septembre, tu vois, normal, quoi. Et je descends et je me souviens, c'était la semaine du 14 juillet, donc entre le 10 et le 13. J'avais ces 6 entretiens, je passe ces 6 entretiens et je suis pris dans tous. Dans tous, ils me disent, OK, on vous prend. Alors ça va être des cours particuliers, ça va être des cours dans une école d'ingénieurs privée et ça va être des cours filmés sur YouTube qui sont disponibles aujourd'hui. Je ne vous invite pas spécialement à aller les voir, mais voilà, qui font des dizaines de milliers de vues pour une entreprise qui s'appelait DigiSchool. J'imagine que ça aide beaucoup de gens aussi. Ah ben, ça aide beaucoup de gens et puis ça m'a aidé moi financièrement. Donc, tu vois. Donc voilà, je suis pris dans tous ces trucs-là. Et en fait, il y a eu un truc à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me prendre la tête avec le fait que je vais plus avoir de salaire et tout machin. Mais en fait, finalement, je vois que le monde extérieur, entre guillemets, parce que tu vois, moi finalement, je suis resté dans l'éducation nationale toute ma vie jusqu'à ce moment-là. J'ai été élève, c'est ce que je dis souvent, j'ai basculé du côté obscur du bureau. Tes parents étaient dedans, toi t'étais dedans, t'es devenu... Et j'ai été élève, je suis juste passé de l'autre côté du bureau, tu vois. Enfin, Ouais. et en fait, il y a un côté où, moi, t'es dans ton petit confort. C'est quand même, c'est... Et tu sors, tu passes 6 entretiens d'embauche, t'es pris dans les 6, tu te dis, mais en fait, ça veut dire que je peux peut-être m'en sortir quand même. Et du coup, j'appelle l'éducation nationale, j'étais au Festival d'Avignon, je me rappelle, le 15 juillet, je crois. Dire, voilà, en fait, j'aimerais demander une disponibilité pour l'année prochaine. Il me dit, ils sont tous en vacances, rappelez vers le 15 août. 15 août pour la rentrée, 1er septembre. Je rappelle le 15 août, il dit, non, on donne plus de dispo. J'ai dit, fuck, en fait, je me barre. Et tu vois, et vraiment ce truc qui pour beaucoup de profs en mode sécurité de l'emploi, ils se disent mais t'es fou, tu demandes une dispo, tu vas pas te barrer et tout. Si en fait, parce que je sens que c'est pas là ma réalité. Ouais, c'est qui pour le coup là, il y a pas de plan B quoi. Voilà. Et en vrai, je pense que c'est mieux que je me sois barré plutôt que j'ai pris une dispo parce que bon après j'ai bossé très vite donc ça va mais. Je pense que c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un côté c'est la psychologie de te dire et j'ai pas le choix en fait, c'est ça et rien. Mais du coup, c'est aussi pour dire, comme tu disais, les gens qui se posent des questions, qui doutent, qui hésitent, c'est de dire, peut-être que la confirmation, elle peut venir d'ailleurs, parce que tu vois, moi, pour le coup, c'est pas venu de mes capacités de comédien, c'est venu de ma capacité de me dire, en fait, je peux subvenir à mes besoins par d'autres moyens que le métier que j'avais à ce moment-là. Et du coup, je pourrais toujours faire des petits jobs à côté. Souvent, on le dit, tu vois, les comédiens qui sont en école, ils sont serveurs, ils sont livreurs, ils sont machin. Mais c'est en Angleterre, c'est ça. Et c'est ça tout le long. Mais en Angleterre, c'est ça tout le long. Il n'y a pas d'intermittent. C'est ça la diff, c'est plus qu'il y a pas d'intermittent, c'est ça. Donc, si, c'est juste qu'en France, on a ce truc-là, qui te permet entre guillemets d'en sortir. T'habites à Londres, c'est que des comédiens qui bossent dans les bars, c'est que des comédiens. Donc en fait, c'est beaucoup plus normal. Il y a un côté où tu vois ça de partout, tu l'entends et ok, c'est admis. C'est admis, c'est cool, c'est ok. C'est admis, c'est pas mal vu. Je sais qu'en France, il y a un truc où ouais. Ah ouais, t'es serveur à côté, mais t'es serveur ou t'es comédien? C'est ça, tu passes pour un, mais ça c'est, tu passes pour un qui bosse pas assez, quoi. Ça c'est triste parce que du coup ça empêche peut-être des gens très talentueux de commencer à prendre le risque d'eux et en fait ils le prendront pas à cause de ça. Par peur du jugement. Ouais, non mais c'est sûr. Et puis après c'est sûr que c'est un métier qui est flippant, hein, tu vois. C'est sûr que en tout cas les premières années tu te dis ok j'ai mon statut cette année mais l'année prochaine j'ai rien de prévu pour l'instant, enfin j'ai 5 dates. Ouais, c'est ça. Et en fait voilà mais et en fait pourquoi pas? Parce que du coup en fait moi je trouve ça excitant finalement aujourd'hui de me dire je sais pas ce qui m'attend dans un an, je sais pas où j'en serai. Et puis ça fait partie de ce truc là aussi comme on disait tout à l'heure, c'est que comme on se doit de constamment évoluer, le fait que t'es constamment aussi dans ce truc-là de risque de pas avoir de taf, machin, ça te force à évoluer et à avancer et à grandir et à trouver des solutions pour que ça marche, pour que tu sois bon, pour que tu sois toujours à la page de ce qui se passe. Et c'est un côté libéral que j'aime pas forcément dans la société, mais qui je trouve dans notre métier et peut-être dans d'autres d'ailleurs, mais qui dans notre métier te force à pas te reposer sur tes lauriers, à créer quoi, à créer et à faire des choses de plus en plus bonnes pour de constamment te remettre en question, de constamment, et ça fait, mais en vrai, c'est pas fait pour tout le monde, en vrai, c'est sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être supporteraient pas. Peut-être. Pas, tu vois, Peut-être. Franchement, ça, je sais pas dire. Je sais pas dire si en fait, il y a des choses qui sont faites pour les gens, ou si c'est toi qui conditionne ton cerveau à, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, c'est juste accepter. Tu vois, encore une fois, je reviens à ce truc du présent. Il y a ce truc à partir du moment où tu acceptes. Effectivement, tu peux faire des choix en disant non, ça c'est pas fait pour moi. Mais je pense que
déjà c'est une barrière mentale que tu te mets en disant c'est pas fait pour moi. Alors que finalement, essaye et ça se trouve, en fait, si t'acceptes le fait que si c'est un truc, tu vois, s'il y a des gens qui se disent, moi je serais bien comédien, mais la précarité de ce métier c'est pas fait pour moi. J'ai envie de dire, peut-être. T'en sais rien, en fait. Peut-être qu'il faut que tu changes de paire de lunettes. C'est ça. Mais peut-être pas. Et il y a pas de leçon à donner à qui que ce soit, tu vois, mais. Ce changement de paire de, ce truc-là de changer ton rapport à la réalité en changeant ta paire de lunettes, il est important, ouais. De te dire, ok, en fait, peut-être que je peux faire autre chose, tu vois. Peut-être que je peux faire des choses différemment, peut-être que ma vie peut être différente. Ouais. Et en même temps, je pense que, moi, j'ai un vrai truc là-dessus. Je pense que pas nos statuts d'artiste, mais nos conditions d'artiste qui font que on prend le temps de s'interroger sur des choses, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps, ce qui est pas, encore une fois, moi j'étais dans l'éducation nationale, ça te prend assez le cerveau pour que t'aies beaucoup moins de temps que ça pour réfléchir, et encore, c'est pas le métier le plus hardcore à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui fait les 3-8 à l'usine, je pense qu'il a peut-être moins de temps pour plonger dans l'introspection et tout ça. Bien sûr. C'est ce qui est d'ailleurs vraiment pas cool, je trouve. Mais il y a quand même ce truc où ce qu'on est en train de se dire là sur changer la paire de lunettes et tout, ok. Mais nous, on arrive à conscientiser ça parce qu'on a pris le temps de se poser ces questions-là et qu'on a pris le temps de perdre notre temps à se poser ces questions. Bien sûr. Et puis on a eu la chance d'avoir ce temps. Exactement. Et d'avoir peut-être accès à de l'information à un moment donné qui nous dit, ok, en fait, potentiellement, tu peux prendre un peu de temps pour toi et potentiellement, tu peux te dire, ok, peut-être que ma vie, elle peut être autre chose que ce que tu vois, ce qu'on m'a dit d'être ou ce que moi je pense que ce que je peux être. Mais c'est un luxe. Et c'est un luxe qu'ont les artistes. Alors c'est sûr qu'on a la précarité du boulot, c'est sûr qu'on a des salaires qui sont pas forcément mirobolants par rapport au temps que tu passes à bosser. Mais en contrepartie, t'as entre guillemets, une qualité de vie que tu peux choisir et qui est différente. T'as un monde intérieur que tu peux développer. Exactement. Mais c'est pour ça que je comprends que tu parles de créativité parce qu'effectivement, c'est de ça qu'on parle, quoi. C'est effectivement qu'est-ce qui fait. Et le truc, c'est que cette créativité, elle existe, comme on disait tout à l'heure, elle existe de partout. C'est juste que les artistes, n'importe quel art que tu fais, prennent particulièrement le temps de la développer et de la comprendre et de trouver comment la manifester dans leur vie au mieux pour eux. Mais et chose que je pense que si les gens normaux le faisaient un peu plus, peut-être que ça pourrait aussi leur permettre, tu vois, d'accéder à quelque chose. Mais bon. C'est comme tu dis, c'est pas simple, ça dépend quel taf t'as, d'où tu viens, tu vois, dans quel monde dans quel environnement tu te trouves. C'est ce qui met de la magie dans la vie, effectivement, c'est de développer cette richesse intérieure, cette imagination et de faire en sorte que ça rejaillisse. C'est notre taf, pour le coup, vraiment. Après, il y a aussi plein de comédiens qui le conçoivent pas comme ça, qui vont enchaîner des pièces et qui vont machin. En tout cas, moi je différencie vachement mon taf de comédien et mon taf de directeur de compagnie, de membre de compagnie, de membre actif, tu vois, où pour le coup, là c'est la créativité qui est vraiment mise en avant. Sur mon taf de comédien, je vais mettre mes capacités, mes compétences et machin. Ma créativité sera là aussi, mais c'est pas ce qui va primer, tu vois. Quand tu vas intégrer une grosse machine comme Le Porteur d'Histoire, qui est une pièce qui a tourné pendant 12 ans, je crois, qui a fait 3000 représentations, tu vas pas t'amuser à venir et à dire moi je pense qu'il vaudrait mieux faire comme ça parce que ma créativité à moi elle dit que ça ce serait non, tu vas juste te mettre au service de l'histoire, tu vas y apporter ta créativité en fait tu vois, c'est plus un niveau de degré d'implication et de comment tu doses ton machin en fonction du projet face auquel t'es. Quand t'es sur de la reprise de rôle, tu vas pas agir de la même manière que quand t'es sur de la création de rôle, tu vois déjà. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le conscientise. Et effectivement quand je m'investis en tant que comédien parce que je suis pris sur un casting pour tel tournage, telle création de pièce, telle reprise de rôle, tel machin, je vais pas du tout avoir la même implication que dans ma compagnie parce que dans ma compagnie, j'ai forcément les mains beaucoup plus libres et donc j'ai forcément beaucoup plus de potards sur lesquels je peux agir. Et je dis pas que c'est plus simple, au contraire, c'est plus compliqué parce que souvent quand t'as beaucoup plus de travail, et puis on sait que la liberté elle est dans la contrainte quoi, que c'est plus simple de travailler sous la contrainte que de travailler ouvert, c'est-à-dire que si je te dis fais-moi un dessin, tu vas dire si je te dis dessine-moi un mouton, au moins voilà, un mouton, qu'est-ce que je fais du mouton? Exactement. Et ta créativité elle va s'exprimer là. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il y a c'est sûr qu'il y a une différence, c'est sûr. Après je te dis pas, je suis pas trop capable de dire est-ce que je suis plus créatif avec ma compagnie ou plus créatif que quand je fais une création de rôle pour une autre compagnie ou un autre projet. Je pense qu'elle se manifeste différemment. C'est sûr que c'est différent. Ma posture à moi en tout cas est différente, c'est sûr et certain.
C'est intéressant quand même de différencier ces deux choses-là. De dire, ok, là je suis comédien, là je bosse potentiellement pour d'autres compagnies, potentiellement pour un projet, pour un truc, et ma compagnie, là je suis plus que comédien. Il y a un peu deux choses. Moi, je sais que souvent, j'ai souvent cet adage-là de dire un comédien, c'est quelqu'un qui dit jamais non. Qu'on s'entende. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut te mettre à poil et une plume dans le cul si le metteur en scène te demande et que ça n'a aucun rapport. Mais juste un comédien, pour moi, quand tu te mets me mettre au service d'eux, c'est je vais faire ce qu'on me dit. Et du coup, la deuxième chose, c'est même si moi, si j'étais aux commandes, je ferais pas ça. Si je suis pas en accord avec ce truc-là, tu vois, si artistiquement je trouve que c'est pas une bonne idée, eh ben je vais pas discuter, je vais le faire quand même. Et c'est toujours ce que je dis, c'est faisons et discutons après. Discutons pas avant. Tu vois, dans ma compagnie, je vais peut-être avoir un peu le processus inverse de dire non, on va en parler avant, on va machin. Après, ça n'empêche pas qu'on teste des choses et que de toute façon, le travail est plus protéiforme et moins linéaire que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je me mets au service d'une compagnie, je vais suivre la direction artistique du metteur en scène, du directeur d'acteur, du mec qui est à la tête de ce truc-là. Et je vais pas dire, moi, je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Non, je vais faire une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Si au bout de 5 fois, je sens moi-même qu'il y a un truc qui coince, je vais le verbaliser. Mais je vais pas vouloir imposer ou changer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je suis capable, en tant que comédien pour d'autres projets, de faire des trucs que je trouve, pas que je trouve pas bien, c'est un peu fort, mais que moi je ferais autrement. Si jamais on avait la capacité. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça t'oblige aussi à te dire, ok, avec qui je bosse? Parce que si tu bosses avec, tu vois, des gens qui sont potentiellement qui ont moins d'expérience que toi. Bah, non, c'est pas un problème d'expérience. Mais c'est sûr que, par contre, si je me retrouve sur un projet où dans les trucs que je fais, il y a plus de trucs avec lesquels je suis pas d'accord que des trucs avec lesquels je suis d'accord, ça va vite me gonfler, et je vais vite ne plus y prendre plaisir. Et ça arrive. Et ça arrive de me retrouver dans des projets où effectivement t'es pas en accord, presque pas du tout avec ce qui se passe, quoi, avec les décisions prises. C'est pas du tout, mais la balance penche du mauvais côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu te dis en fait, je vais pas continuer parce que ça me fatigue, parce que ça me demande un effort. En fait, moi, j'ai quitté l'éducation nationale parce que il y avait quand même, je pense, à la fin 4 matins sur 5 où je me levais en me disant allez, faut y aller, faut faire la route, faut aller enseigner, faut refaire le même point. Et ça, voilà. Et j'ai pas envie de vivre ça dans mon métier de comédien, en fait. Si je me lève, on joue le soir, donc souvent je suis levé quand même depuis longtemps, heureusement. Mais quand je pars de chez moi, si je suis en mode je traîne les pieds pour aller au boulot, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça, c'est limite devenu une règle dans ta vie, quoi. En tout cas, c'est un signal d'alarme. Ouais. C'est un truc où tu te dis... c'est malheureusement pas un signal d'alarme pour beaucoup de gens. Et puis, il faut avoir le choix. Oui, il faut avoir le choix. Il faut avoir le luxe du choix, encore une fois. On fait un métier précaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, je préfère même abandonner un projet qui me fait souffrir, même si je suis en galère au niveau du statut, plutôt que de l'accepter. Et de maintenir, même si le truc m'assure des heures et de la thune et tout ça. Moi, je crois beaucoup à la rencontre humaine aussi. Ouais. Ce que je te disais je fais ce métier pour rencontrer le public, mais aussi pour rencontrer des gens avec qui je vais kiffer bosser. Collaborer, quoi. Il y a aussi un autre truc, tu vois, dans ce truc d'accepter, de ne jamais dire non en tant que comédien, c'est qu'aussi, quelque part, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Parce que sinon, tu ferais toujours la même chose, tu vois. Et je sais que quand ça m'arrive de pas être d'accord et de faire quand même, des fois, je suis pas d'accord au départ, mais en fait, ça m'emmène sur une autre piste. Et la piste sur laquelle ça va m'emmener, je suis content de l'explorer et de la défendre, tu vois. Et aussi, du coup, de partir dans des projets où des fois, tu sais pas. Ça m'intéresse, moi, ça. Là, tu vois, je vais monter on m'a pris dans une pièce qui va complètement sortir du registre que je fais habituellement. Moi, je suis plutôt dans le registre de la comédie et tout ça. Là, j'ai un pote que j'ai rencontré sur une grosse prod, qui veut monter une toute petite pièce en mode un petit peu Beckett, un truc qui est écrit par un psy, voilà, un truc, c'est pas de la comédie, quoi. Ça va pas jouer dans les réseaux que je connais, etc. Et je me dis, putain, non, en fait, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que pour le coup, on va pas me demander de faire ce que je sais faire. Ouais. On va aller me chercher ailleurs, quoi. Ouais. Et le risque un peu, enfin, et sans doute que je vais pas être d'accord, mais j'ai aussi l'humilité de me dire, c'est pas parce que je suis pas d'accord que le mec en face a tort. Ça se trouve, c'est moi qui ai tort. Tu vois, il y a ça, il y a cette humilité-là, encore une fois, alors que, encore une fois, quand tu bosses en compagnie, tu défends ton bout de gras, quoi. Et ça se trouve, t'as tort aussi, c'est pas la question. Mais voilà, c'est pas la même implication. Ouais.
Mais du coup, ouais, donc là, tu te laisses porter par un truc, tu vois où ça te mène. Mais toujours pareil, tu peux aussi décider à un moment donné de dire, ok, non, ça me parle pas. Mais au moins, t'auras pris le risque de te dire. Et je pense que ça nourrit ta créativité, tout ça. Ouais. Bah, les expériences, en fait. Enfin, je pense qu'il y a un vrai truc. Il y a une espèce d'adage de coach Instagram de merde qui dit, en gros, il faut pas parler de ses projets parce que sinon, le cerveau, il estime que tu l'as déjà réalisé. Donc, du coup, tu vas mettre moins d'énergie à réaliser ton projet si t'en parles. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est un truc un peu à la con, mais auquel entre guillemets je crois un petit peu au sens où effectivement parler te donne l'impression d'avoir fait, mais en fait non. Ce qu'il faut c'est faire. Et tu vois, c'est ça que je dis. C'est le mec qui te dit teste ça en tant que comédien. Il y a peut-être une part de toi qui va te dire je vais être ridicule, je vais pas savoir faire, je vais rater, je vais machin. Mais fais en fait, fais parce que la mémoire du corps elle est hyper importante et ça c'est quand même un truc que t'apprends en tant qu'acteur. La mémoire du corps elle est importante. C'est pas juste en ayant des discours et des discussions que tu avances. C'est en faisant et en te trompant. Ouais. Mais tu vois, c'est ce truc-là de pas parler de tes projets. Enfin, ça a deux côtés parce que c'est sûr que de pas en parler juste pour en parler et en fait de jamais vraiment le faire parce qu'il y a un côté où tu te protèges derrière juste des mots, derrière une vision de qui tu pourrais être. C'est le fameux je suis sur un projet. Ouais, c'est ça. Je suis sur un projet. Mais tu sais, je pense que j'ai beaucoup été là-dedans moi pendant longtemps. Mais tout le monde, beaucoup, évidemment. Beaucoup. Mais il y a un truc surtout dans ce métier où justement où tu as peur de te faire juger, t'as peur qu'on te dise il bosse pas, qu'est-ce qu'il fout, il branle rien. Bah ouais, mais tu vois, il y a un côté où faut aller de l'avant et faut exécuter les étapes. Des idées, on peut en avoir plein, mais tant que t'exécutes pas, tu vois, c'est que des idées, quoi. Mais aussi, le fait d'en parler peut te rendre, enfin, ça peut avoir deux côtés, peut te rendre, comment on dit, responsable, non, ou ouais, tu prends un engagement, quoi. Voilà, tu prends un engagement de dire, ok, j'ai ce projet, tout le monde est au courant, si je le fais pas, ouais, je vois il y a un ce que tu côté veux dire. deadline où, bah, let's go, mon gars, parce que on t'attend au tournant, quoi. Mais je pense qu'il y a en parler, tu vois, c'est-à-dire que dire ouais, en ce moment je suis sur un projet, j'écris un truc, machin, ça c'est un peu contre-productif. Ouais. Par contre, déjà, moi je suis déjà, pour parler vraiment créativité pure, il y a un truc où je me suis rendu compte de ça, tu vois, quand je te disais, j'ai suivi la masterclass, machin, etc. En fait, je me suis rendu compte qu'écrire tout seul, c'était pas un truc qui me convenait. Tu vois, j'ai commencé à me lancer dans des écritures de courts, de longs métrages, de pièces, de machin. Et je me rends compte que, au-delà du fait que j'y arrive ou que j'y arrive pas, ça, j'en sais rien. Est-ce que je produis un truc bien ou pas bien, et puis ça, c'est subjectif en plus. Mais au-delà de ça, je passe pas un bon moment. Tu vois, okay. Et je sais que dans la créativité, moi, j'ai besoin d'être en ping-pong avec des gens. Je sais que je vais avoir l'idée de base, je vais savoir vers quoi je veux aller, je vais avoir des plots, des machins. Mais mon truc, il sera jamais, je sais que j'irai jamais au bout si je le confronte pas à des gens. Okay. Donc, il y a en parler et en parler. Tu vois ce que je veux dire? Mes projets, j'en parle avec les gens avec qui je travaille, avec qui je veux travailler. Je sais que par exemple, en ce moment, je suis sur un projet. T'es sur un projet? Tu vois, super. Ça fait des années que j'ai une idée de pièce en tête et que je tourne un peu autour et machin et que ça commence à se préciser un peu dans ma tête. Mais je sais que ce truc-là n'avancera pas tant que j'aurai pas pris rendez-vous avec un pote que je veux voir pour en parler avec lui et où je veux lui proposer mes trucs et qu'il me dise ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Je veux ça. J'en ai besoin. Et je sais que ma créativité, elle sera jamais aussi prolifique que quand je vais confronter ça à des gens. Et pour moi, ça, c'est la bonne manière d'en parler. Et après, je suis d'accord avec toi sur le côté deadline, mais dans ce cas-là, prends vraiment une deadline. Prends rendez-vous avec un théâtre et dis, ce jour-là, je te sors un truc. Ouais. Ah oui. Ne parle pas. Ouais, c'est ça. Dis, voilà, je suis sur un projet. Ouais, t'es sur un projet, mais ça, moi, j'ai plein de directeurs j'ai quelques directeurs de théâtre qui réagissent comme ça. Tu leur dis, ouais, en ce moment, je suis sur une pièce, bah vas-y, on prend une date. Et là, tu fais. Et toi, tu fais. Mais en fait, si. En fait, c'est la seule manière d'avancer. Ouais. Enfin, c'est la seule manière. Le côté deadline, il est important, ouais. Grave. Moi, j'adore. J'ai fait ça l'année dernière. Enfin, cette saison-là, j'ai bossé avec deux copines, Caro et Pauline, sur un duo de clowns, Pian et Pagno. Elles avaient jamais fait de clown. Moi, j'en ai jamais fait non plus. Et elles sont venues me chercher en mode, bah voilà, on a une date le 24 avril, on est en octobre, on sait pas ce qu'on veut faire, viens, tu fais un truc avec nous. J'ai dit, bah, grave, mais moi je kiffe ça, j'adore le challenge de dire, on a rien, et dans 6 mois on a un truc. Génial, je fonce, c'est tête baissée. Ouais, d'ailleurs, ce projet, ça s'est passé ou Elles ont joué 2 fois, on a dû annuler une fois parce qu'il y avait personne, dans un petit café théâtre à Agen, qui était pas du tout indiqué pour ce genre de truc. Ouais. Elles ont fait une sortie de résidence aussi au Théâtre Comédie Odéon à Lyon. Okay. Ouais, ça a joué, ouais.
Ouais, ça a joué. Vous êtes allé au bout du truc. Et ça, donc c'est une pièce qui existe maintenant. Ah ben, alors on peut pas appeler ça une pièce, je pense pas. Ce serait vraiment C'est un mentir aux projet gens. qui existe. Ouais, c'est un bordel qui existe, ouais. Enfin, ouais, c'est un truc. Mais là, pour le coup, tu vois, c'est très bien parce que tu t'as pris un risque qui n'en était pas un, parce qu'en fait, tu testes quelque chose. Bah ouais. Puis t'es pas, Elles avaient c'est signé pas comme 3 si dates t'avais dans que ça un à faire. café-théâtre de Oui. 40 places. Tu Mais en vois. soi, ça pourrait aller vers un truc de fou. Parce que ça se peut, on en est encore où, on en est encore à l'étape de, comme tu parlais du projet de détenu à tout prix, au début, où on sait pas Ouais. encore où ça en est, où Ouais, ça peut ouais. aller. Mais peut-être que ce truc-là va aller à un truc exceptionnel, tu vois. Bah, Peut-être. En fait, Ça dépend là, de. pour le coup, alors, pareil, pour le coup, ça a été un processus vraiment ultra jouissif pour moi. Parce que, en fait, si tu veux, elles ont booké des dates avec le Contrepoint Café Théâtre à Agen, parce que Pauline, elle va souvent jouer là-bas, et avec Caro, ils connaissent bien le directeur du théâtre, qui est aussi comédien et metteur en scène, etc., et qui leur a dit, mais quand est-ce que vous montez un duo, les filles? Et en gros, qui les a mis devant le fait accompli en disant, bah voilà, on prend une date, et ce jour-là, vous me sortez un duo. Ouais. Et en fait, les filles sont venues me voir en mode, bon bah voilà, c'est un café-théâtre, mais nous on veut pas du tout faire du café-théâtre. Nous on veut partir dans un truc, bah justement, on parlait des chiche-capons et tout ça, Ouais. dans un truc qui est plutôt de cette ambiance-là, de l'ambiance Ouais. théâtre de rue, quoi. Tête de rue, clown. Et je leur ai dit, bah moi c'est un monde que je connais bien en tant que spectateur. Je dis par contre, hein, la pratique du clown, moi j'ai jamais fait de stage clown ni rien du tout, mais on va tirer là-dessus, quoi. Et en fait, ce qui a été vraiment complètement libérateur là-dedans, c'est de se dire, de toute façon, on va aller jouer ça dans un lieu où le public qui va venir, il vient pas voir ça. C'est pas possible. Les gens ne vont pas. Enfin, moi, je suis parti en mode, de toute façon, le public n'adhérera pas. Et en fait, c'est tellement libérateur de te dire ça que du coup, tu fais un truc qui est tellement en dehors des codes. Enfin, et encore, c'est dans des codes quand même, tu vois. Parce que t'as beau dire, t'as beau faire le Johnny en mode, ouais, on a sorti un truc qui sort des sentiers. Ouais, en gros, t'es quand même dans des sentiers battus qui existent par ailleurs, tu vois. C'est pas les sentiers battus que le public de café-théâtre a l'habitude de voir, mais toi, en tant que spectateur, tu l'as déjà vu ailleurs. Et en fait, il y a eu un truc vraiment génial, c'est que déjà, bah entre guillemets, il y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas l'enjeu de plaire au public en tous les cas, ni de plaire au directeur du café-théâtre. Moi, en tout cas, j'avais pas cet enjeu-là. Même si ça n'empêche pas l'exigence et ça n'empêche pas le travail, tu vois. Mais du coup, il y avait un truc génial où je leur demandais à chaque fois de venir avec 3 propositions en début de truc. C'était vraiment, elles me faisaient des trucs, mais qui n'avaient aucun sens. Et Elles sont incroyables, ces deux en même temps. En fait, je pense que dans le processus de création, il n'y a pas une seule fois où je leur ai dit non, ça on va pas le faire. Ouais. Ah, ok. J'ai dit oui à tout. Même si c'était un truc. Et alors du coup, bon, à la fin, on a épuré, on a élagué un petit peu, évidemment. Et à la fin, ça ressemble à, mais par contre, c'est ça en termes de créativité, c'est génial parce que et elle se pointait avec des trucs en disant mais ça c'est nul à chier, il va se foutre de notre gueule et tout. Et je disais mais ça on va le mettre dans le spectacle. Elle comprenait pas, c'était en mode mais Yvan, enfin c'est des trucs qu'on fait dans notre salon pour se marrer quand on est bourré à 4h du mat. Qu'est-ce qu'on a? Et en fait, à la fin, on a un truc vraiment singulier pour le coup. Ouais. Où c'est un truc qui ressemble pas à... Et qui potentiellement, comme on disait tout à l'heure, peut plaire à un public. Il faut le trouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la deuxième date qu'elles ont faite, les gens étaient à fond, quoi. Les gens étaient à fond, alors que vraiment. C'était quand ça? C'est passé quand? C'était en avril dernier à Agen. Ah, donc c'est récent, donc ça. Ça va se renouveler. On va reprendre le boulot après, on va retravailler en création de personnages et tout ça, parce il faut qu'on creuse tout ça. Là, on a vraiment sorti un crash test, on savait qu'on allait droit dans le mur. On est trop bien. Avec Deadline, il y a un truc qui sort, quoi. Mais c'est ça. Il y a un truc qui existe maintenant. Mais c'est ça, elles ont un spectacle de 50 minutes. Parce que comme tu disais, maintenant qu'il y a un truc qui existe, c'est la structure. Et maintenant que tu as une structure, on n'est pas dans le rien, il y a un truc, il y a un mouton. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ce mouton? Exactement. Exactement. Et je pense qu'on a réussi à faire un truc cool. En tout cas, nous, ça nous fait marrer. Il y a une partie du public que ça fait marrer. Et en vrai, si on pousse le délire, on a moyen d'aller quelque part, je pense. J'ai vu du clown pour la première fois en live avec Liam. Le show de Liam. Je l'ai pas vu, je l'ai raté ça. Bah, je l'ai vu à Paname, c'est la première fois qu'il le faisait. C'était un cabaret, quoi. C'est un cabaret. Cabaret ça comme ça. Ouais, cabaret coin-coin. Putain, mais je me suis pris une claque.
Ouais, mais c'est fou. Mais claque. le clown, c'est fou. En fait, le clown, les gens, ils s'imaginent forcément Zavata, le nez rouge, le gros maquillage et poète, machin. On n'en est plus là du tout. Mais du tout. Ça fait des années qu'on en est plus Mais là. c'est fou. Mais moi, j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi là? C'est pourquoi ces mecs-là sont pas connus? C'est eux moi, je veux voir. J'étais, mais Liam, moi, à la fin, je lui ai fait un câlin, mais j'en pouvais plus. Genre, j'étais en mode, mais frérot, mais c'est un monde incroyable. Ouais, mais pour le coup, en termes de créativité, le clown, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, alors, encore une fois, tu vois, pour Piane et Pagno avec Caro et Pauline, j'ai vraiment pas beaucoup parlé de ça, beaucoup parlé du présent, être au présent, parce que le clown, et il y a personne qui est plus au présent que lui. C'est-à-dire que le clown, il est en train de faire un monologue de Shakespeare, il y a une mouche qui passe, et c'est la mouche qui va être plus intéressante que le monologue de Shakespeare. Il y a vraiment un truc sur, mais vraiment, et c'est vraiment un truc que j'ai vraiment travaillé avec les filles, c'est-à-dire que nous on répétait dans la cave de l'Odéon, quand il y avait du passage, je voulais pas qu'elle fasse comme s'il y avait pas de passage. Je voulais que ce soit intégré, quoi. Elle parlait aux gens qui passaient, machin. C'était, voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est un muscle qui s'entretient. Il y a ça, et il y a, la sincérité totale et absolue du clown. Que ça, c'est un truc que, encore une fois, j'y connais rien en clown. J'ai pas, comment dire, les arcanes du truc. Je connais pas les règles et tout ça. Mais je m'en fous. Moi, ce que je reçois en tant que spectateur quand je vois du clown, c'est une sincérité à fleur de peau, un truc écorché, un truc que t'es obligé de sortir de toi, quoi. Parce qu'en vrai, le clown, c'est, moi, de ce que j'en comprends et de ce que j'ai observé, ou comment je le verbalise, le truc, c'est un personnage qui existe en toi, et qui a peut-être pas le droit de s'exprimer, ou qui peut pas dans la vie de tous les jours, et là, il a le droit. Et putain, ça fait un truc. Ah bah tu peux pas faire ça à la boulangerie pour aller chercher ta baguette le matin, c'est pas possible. C'est l'extrême de quelque chose on a tous des clowns en nous, qui ne se révèlent que sûrement dans notre imaginaire, mais quand tu les laisses sortir. Mais c'est exactement ça, tu sais, de toute façon, notre société, elle ne tient que par ça, que par, je sais que Joël, à l'acting, elle parlait beaucoup du masque social. C'est un peu ça, en vérité. Mais quand tu t'imagines dans tes fantasmes de je sais pas quoi, de tuer quelqu'un qui t'a mal parlé ou je sais pas quoi, le clown, c'est ça. Le clown, il va au bout du truc. Et en fait, c'est un exercice qui est compliqué parce que ça t'oblige à accepter ce que tu as à l'intérieur sans jugement et à pas à le restituer, mais à le dégueuler sur une scène. Moi, quand je dirige Caro et Pauline, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans du vocabulaire comme ça parce que je pense que c'est nécessaire. C'est violent. Le clown, c'est violent. Et c'est violent dans tout. C'est violent dans la violence, c'est violent dans l'amour, c'est violent dans le sexe, c'est violent dans tout ce que tu veux. On est sur des extrêmes. Ouais, c'est violent dans la tristesse, c'est violent dans la joie, tout est violent. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu bosser avec elle, et c'est là-dessus que j'ai voulu les emmener parce que et ouais, je pense que c'est ultra libérateur. Mais moi, le clown, ça fait des années que j'en bouffe, que je bouffe des clowns contemporains. Il y en a un qui s'appelle Gédéon, la compagnie, je me souviens plus du nom de sa compagnie, mais le clown Gédéon qui fait un spectacle, notamment son dernier spectacle, c'est Les Portes du Paradigme. Moi, je suis en admiration totale devant ce genre de gars parce que il y a une métamorphose, un truc. Putain, c'est fascinant à voir, quoi. Tu ne peux pas décrocher tes yeux de ce mec pendant 1 heure alors qu'il fait les pires horreurs du monde, quoi. Mais c'est, je sais pas, je trouve ça, c'est fascinant. Quelqu'un qui se donne le droit ou la possibilité d'exprimer ces parties-là de soi qui normalement ne s'expriment jamais parce qu'elles existent. On est tous. Tu vois, ça exorcise des trucs. Ça permet aussi à ceux qui regardent de se dire waouh, tu vois, ou de vivre ça à travers ces personnages. Et ça, ouais, il se passe quelque chose, quoi. Mais tu vois, moi, c'est ce que je leur disais aux filles. Je leur disais vraiment. Alors, on n'a pas encore assez joué le spectacle pour que justement en scène face à un public ce soit d'une souplesse naturelle. Mais je leur disais, si à ce moment-là vous ressentez cette émotion-là, verbalisez-la au public. Que vous êtes en colère contre lui, que vous êtes déçu, que vous êtes triste, que vous avez peur, dites-le, voyez comment ça sort en fait. Ouais. Autorisez-vous, hein, et on rejoint l'impro, on rejoint la liberté, on rejoint tout ça, mais autorisez-vous ce genre de truc. Ouais. Et en fait, c'est ça qui rend notre métier et le spectacle vivant unique. C'est et encore une fois, quand t'es dans la création, quand vraiment tu fais ta popote, ton machin, t'as beaucoup plus de liberté que
que dans un monde où on t'a donné Que un quand t'es rôle, dirigé, ouais, bien t'es sûr. comédien, t'es Bien machin, sûr. tu fais ton taf, tu peux pas donc trop la ramener, juste ce qu'il faut, quoi, mais, Et à la fois, t'as aussi plus de risques parce que si c'est merdique, ben, c'est de ta faute, quoi. ouais. C'est de ta Ouais. faute de bout en bout. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. T'as un projet de voix off, non, sur un livre. Je fais de la voix, ouais. Tu fais de la voix off, ça c'est sûr. Grâce au studio Anatole, j'ai Ouais. la chance de faire ça depuis 3-4 ans maintenant. Je fais du doublage, de la voix et effectivement, en mois de juin, j'ai enregistré mon premier livre audio, ouais, L'Exorciste. Mais là, pour le coup, c'est marrant parce que, tu vois, la mémoire du corps, moi, c'est un truc auquel je crois beaucoup dans notre métier. Et à réécouter, tu te dis, ah oui, putain, je plaçais ma voix comme ça, je timbrais comme ça et machin, et tu retrouves la sensation du personnage. Parce que quand tu fais ta voix, en fait, ton corps il bouge avec. Hein. C'est pas. Bien sûr. Ouais. Même si t'es assis sur une chaise ou Après, voilà, tu peux pas non plus, voilà. Non, ouais, Mais effectivement, de toute façon, moi, c'est ça que j'ai appris. La voix n'est qu'une continuité de ton corps, en fait. Quand j'ai fait un stage doublage, j'ai appris que c'était, en fait, c'est ultra incarné. Le doublage, c'est un truc de fou. Mm. Mais on voit des fois des vidéos de doubleurs un peu sur les réseaux et tout. Les mecs, ils sont, et ouais, effectivement. En fait, tu joues à peu près 3 fois plus que le mec qui est à l'écran. Bah ouais. En fait. Parce que sinon, et ça, c'est fou. Quand tu fais les premières fois, tu t'en rends pas compte. Le mec, il est assis à son bureau, il boit son café, tu vas faire, bonjour monsieur, asseyez-vous. Et tu vas voir à l'image, tu vas faire, mais, il y a rien, là. Et non, gars, faut projeter, faut machin. Après, le doublage, c'est vraiment un exercice qui est difficile pour le coup. Et plus tu montes dans les sphères, on va dire, dans les sphères d'exigence, tu vois, moi, j'ai fait du doublage pour les Power Rangers, par exemple. Ouais. C'est pas la même exigence que quand tu vas faire du doublage pour du cinéma. Ouais. Et effectivement, plus tu montes dans les degrés d'exigence, plus c'est compliqué, plus il faut avoir l'œil partout sur choper un max d'infos quand tu regardes. Ouais. C'est qu'en fait, déjà dans le jeu de base, c'est pas un truc qui est très difficile. Tu vois ce que je veux dire? Les Power Rangers, par exemple, c'est quand même relativement basique. C'est un groupe d'ados qui se marrent et puis quand ils vont se bastonner contre les monstres, ils vont se bastonner contre les monstres. Tu vois, grosso modo, t'as 2 couleurs de jeu. Et t'as pas tant d'infos que ça à choper quand tu mates une boucle des Power Rangers. Par contre, quand tu vas mater une boucle d'un film d'auteur ou machin, là, tu vas te dire, ok, il s'adresse à 2 personnes en même temps, il a ce ton-là, et là, à ce moment-là, il serre les dents, à ce moment-là, il est abattu, machin. Faut que tu chopes vraiment beaucoup d'infos. T'es dans un jeu, quoi. T'es dans une finesse de jeu qui est pas la même, évidemment, et c'est pas de la critique. Oui. C'est pas la même que sur en fait, les ça Power dépend Rangers. du contenu que tu es en train de. Exactement. Ouais. Parlons Michalik. Parlons. Non, parlons porteur d'histoire. T'as eu une expérience avec le porteur d'histoire qui était quand même assez incroyable. Hein, c'est assez folle. Ouais, moi, Puis en plus, pour revenir à ton histoire, toi personnelle, de comment t'en es arrivé à prendre la décision de faire de rendre cette activité professionnelle. Le porteur d'histoire était. ça a été déterminant, ouais, vraiment. Mais c'est ce que je disais. Moi, j'ai vu le porteur d'histoire en 2012 au Théâtre des Béliers à Avignon. Et boum. Dans la grande salle. Vraiment, je savais pas ce que j'allais voir. C'est ma mère qui m'avait pris les places en disant tout le monde parle de cette pièce. Malheureusement, ma mère était au Festival d'Avignon avec nous, mais elle est partie plus tôt. Elle dit malheureusement, c'est complet toutes les dates où je suis là, donc je vous ai pris des billets pour que vous alliez voir. Je m'assois dans cette salle, je vois 5 mecs en Marcel, enfin 5 comédiens et comédiennes en Marcel avec des pieds nus et avec des portants à costume. Je me dis vas-y, ça va partir sur un truc d'impro. Ça me gonflait vraiment l'impro. Je détestais ça encore plus qu'aujourd'hui. Et je me dis, ça va me gonfler et tout. Les mecs se lèvent, ils parlent au public, ils commencent à faire 2-3 vannes. Je me dis, vas-y, qu'est-ce que je suis venu voir? Et il était 22h35, oui. Tu vois. Enfin, voilà. Vraiment, la salle était blindée de chez blindée. Et je me souviens très nettement, du coup, je connais très bien la pièce maintenant, mais il y a la première scène à Meshtala Yadat et ça bascule sur le mec dans les Ardennes paumé au volant de sa voiture. Et là, j'ai fait, Et vraiment, il y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le mec assis sur un tabouret avec un anorak dégueulasse, avec un bruitage de pluie et d'essuie-glace, si je me souviens bien. En tout cas, moi, je les ai entendus. Je sais pas s'ils y étaient, mais je les ai entendus. Et une lumière et une nana qui court sur place à côté. Et là, j'étais dans une voiture paumée au milieu de la forêt des Ardennes sous la flotte. Et je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui se passe. Et vraiment, je suis sorti de la salle. Je pense que pendant une demi-heure, j'étais avec plein de potes. J'ai rien pu dire à personne. J'ai vraiment pris la pièce dans la gueule. Et je me suis dit, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je me suis dit, en fait, ce que j'ai ressenti là,
faut que j'arrête de me mentir. Moi, je veux pas être à ma place de spectateur à ce moment. Enfin, si. Oui. Forcément que tu veux y être parce bien que sûr. tu kiffes tellement ce que tu prends. Mais pas que. Mais en fait, je veux être là-bas, je veux être sur scène à leur place à eux, quoi. Et vraiment, à ce moment-là, je suis encore prof, je suis encore dans le théâtre amateur et machin. Et quand je bascule, je me dis jamais de la vie que je finirais par bosser un jour avec ou pour Alexis Michalik, tu vois. Je me dis, c'est juste un fantasme de gamin, quoi, tu vois. Pourtant, moi, j'ai 27, 28 ans quand je vois la pièce, mais je me dis, c'est des fantasmes d'ado que tu réaliseras jamais, tu vois. Et en fait, je me retrouve face à Julien Poncet, donc le directeur du théâtre Comédie Odéon, qui venait de reprendre le théâtre à l'époque, qui m'avait vu dans Les Points qui volent à Avignon, mise en scène par Joël Sevilla, qui du coup me fait venir en me disant, j'ai un rôle pour toi sur une comédie. Et avant ça, il me présente le théâtre et ce qu'il veut en faire. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le plus grand café-théâtre de France. Et lui, il veut un horaire comédie et un horaire création contemporaine. Et il me dit, notamment, j'aimerais bien monter le porteur d'histoire avec une distribution lyonnaise. Je lui dis, écoute, je t'arrête tout de suite. Je dis, je sais pas ce que tu vas me proposer, je sais pas la pièce que tu vas me proposer. Je dis, je te dis oui. Par contre, il y a une seule condition, c'est que je veux pouvoir postuler à ce casting. Il me dit, écoute, on verra, machin, on en parlera. Et du coup, j'ai postulé à ce casting. Je pense, on va pas se mentir que si j'ai l'opportunité de le passer, c'est parce que Julien m'a donné cette opportunité-là. Je le pense. Après, je dis pas que c'est du piston, parce que je pense aussi que c'est aussi parce que j'ai fait mes preuves en tant que comédien, machin. Non, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que si j'avais pas rencontré Julien avant et que j'avais juste postulé à ce casting, peut-être que je l'aurais pas passé. Et puis j'en sais rien. En vrai, on s'en fout. On va pas refaire le passé. Mais en tous les cas, je me pointe à ce casting. Et c'est marrant parce que je postule sur le rôle de Martin, donc entre guillemets le rôle principal, le rôle qui est raconté par le porteur. Et Julien me dit, je pense que tu devrais postuler sur Dumas. Et Dumas, je vois le profil, il cherche un mec grand, costaud, machin, je fais 1m69. Jamais je postule pour Dumas, tu vois. Je dis, bon, mais je lui fais confiance, tu vois, je suis en mode, écoute, tu sais sans doute mieux que moi de quoi tu parles, mais moi sur Dumas. Et je me dis, j'ai aucune chance de l'avoir. Il y a une photo de moi avec les autres Dumas, vraiment, ils font tous une tête de plus que moi, mais littéralement. C'est-à-dire que littéralement, ils font tous 1m85 minimum, quoi. Bref. Donc, je postule à ce truc-là, et en vrai, et Julien qui me met la pression en mode, tu bosses le rôle, hein, je te fais confiance, tu bosses le rôle. Gros, les castings avec Alexis, c'est simple, c'est une lecture intégrale de la pièce. Quasi intégrale. Il saute 2-3 scènes, machin, ou quand il voit qu'il a ce qu'il veut, ou qu'il aura pas ce qu'il voudra. Juste lecture, assis sur une chaise. Ouais, lecture autour de la table avec une distribution complète, machin. Je pense que j'ai appris la pièce par cœur. Ah ouais? Avant d'y aller? Ouais. Je pense que j'ai appris la pièce par cœur. Je l'ai appris par cœur, machin. Je suis allé voir, je suis allé voir une pression que ça a dû date. Toi en tant que... Eh ben non. Non? Non, en fait, j'étais tellement heureux de pouvoir rencontrer ce gars-là à une table, à lire sa pièce. Et vraiment, j'aurais pas été pris. Et évidemment que j'aurais été déçu. Mais rien que d'avoir eu l'opportunité de lire cette pièce qui m'a fait tellement de bien en tant qu'être humain et en tant que spectateur, juste avoir l'opportunité de la lire face au mec qui l'a créée, déjà j'étais refait. Tu vois. C'est suffisant pour toi. Et en vrai, j'ai tellement bossé comme un enfoiré que il m'a pris en me disant, apparemment, moi il me l'a jamais dit en face, mais apparemment il a dit, ouais, Yvan, c'est mon exception, quoi. C'est-à-dire que tous les autres font 1m85, lui fait 1m70, mais c'est mon exception et c'est le seul qui n'a pas la taille requise pour le rôle de Dumas. Parce que Dumas, c'était un monstre, quoi, tu vois. Et vraiment, je lui en suis hyper reconnaissant aujourd'hui. J'ai fait 400 dates de ce spectacle quasiment, et c'est une aventure incroyable. Et vraiment, les premiers jours où je le jouais, mais c'était fou parce que sur la scène de fin, je ressentais la même émotion que quand j'étais dans mon siège de théâtre au Bélier. J'avais les poils, j'étais à 2 doigts de chialer, j'avais la gorge nouée, et c'est même là en parlant, tu vois, j'ai encore l'émotion qui me revient parce que vraiment c'est une pièce qui a été déterminante dans ma vie. Et clairement, et ça je l'ai dit à Alexis le soir de la première qu'on a joué au théâtre Comédie Odéon, je lui ai dit en fait, cette pièce, elle est hyper importante pour moi parce que c'est ça qui m'a, entre autres, qui m'a décidé à devenir comédien professionnel, quoi. Et vraiment, je le revendique parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour où je me suis dit, mais arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Tu veux pas que être à ta place de spectateur, tu veux aussi être là-bas en face à dealer de l'émotion au public. C'est ouf cette histoire quand même. Ouais. Elle est assez ouf cette histoire. Ouais, c'est ouf. Genre c'est une histoire que tu peux raconter quand je raconterais ça. Non mais tu vois, c'est ça, t'es petit gamin, tu dis ouais les gars, vous savez pas ce qui s'est passé dans ma vie, il y a un truc de ouf. mais j'ai conscience en plus que ça peut paraître un peu dérisoire pour plein de gens, tu vois, mais pour moi c'est vraiment un truc où non, c'est incroyable comme histoire.
Tu vois, Comme on dit, ce gars est pas n'importe qui, ce gars a changé mais plutôt théâtral. en plus, tu vois, vraiment, quand j'ai découvert le porteur d'histoire, je savais même pas quelle tête il avait, je savais même pas qui était derrière tout ça. Pour moi, c'est les comédiens que j'avais vus sur scène, tu vois, je m'en foutais. Je suis même pas allé chercher spécialement plus loin que ça. Et pour preuve, j'ai vu une seule autre pièce d'Alexis, c'est Intramuros. Je crois que c'est la seule que j'ai vue, et je l'ai vue des années après, tu vois, juste quand j'ai commencé à bosser pour lui. En fait, j'avais pas vu d'autres pièces avant. Juste, j'ai pris cet objet dans la tête. J'ai pas pris Alexis Michalik dans la tête. Tu vois ce que je veux bien dire. sûr, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où tu te dis, putain, j'ai la chance de défendre ce texte qui m'a tellement apporté, tellement retourné. Putain, c'est fou, quoi. C'est fou. Et j'imagine aussi que, du coup, de bosser sur une pièce comme ça a dû, comme on disait tout à l'heure, à force des expériences que tu gagnes, ta vision de toi en tant que comédien, de tes techniques de travail, de tes mises en scène, parce que toi tu fais plein de choses, elle a évolué, non? Après avoir bossé sur 400 dates sur un projet comme ça. De compétences, tu veux dire? Ouais, de compétences, c'est pas que même de vision de ce que tu pouvais faire, de ce qui était Déjà, ce qui est possible. sûr, c'est qu'en termes de syndrome de l'imposteur, tu redescends un peu d'un cran. Ouais. Parce que moi, j'avais beaucoup ce syndrome-là au début. Je l'ai un petit peu moins aujourd'hui, même s'il est toujours présent. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que voilà, quand je me suis retrouvé sur le porteur d'histoire, je me suis dit, mais tu sais, t'as toujours ce truc de, ils vont se rendre compte que je suis nul, en fait. Tu vois. T'as toujours un peu ce truc-là. Je pense que naturellement, on l'a tous, même les gens qui sont en excès de confiance en eux. Je pense que ça masque ce truc. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que Mais bon, faut pas non plus que ce soit bloquant. non, c'est ça. C'est quand ça devient que ça te limite. Mais je pense que pour le coup, ça m'a un peu apporté ça, et ça me l'a d'autant plus apporté quand je suis allé la jouer à Paris, cette pièce, où j'ai rencontré des gens qui y étaient depuis quasiment le début. Ouais, parce que du coup, t'as joué avec des distribs différentes à chaque fois. Ouais. J'ai rencontré, je pense, c'est la pièce sur laquelle j'ai rencontré le plus de comédiens. J'ai joué avec peut-être 40 ou 50 comédiens différents. Ouais, et comme c'est que, j'imagine, des très très bons comédiens, puisque c'est que des gens Ouais, c'est un truc de fou. Mais sur un projet comme ça. C'est fou, t'as vraiment des profils tellement différents et tout, et c'est génial. Et ça m'a beaucoup apporté là-dessus sur, je suis comédien, il y a plus de doute là-dessus. Et j'ai un certain nombre de compétences qu'on ne peut plus remettre en question. Voilà, ça m'a apporté ça. Et après, dans ma pratique, vraiment, ça m'a apporté ce truc de jouer. Moi, je compare souvent le porteur d'histoire à une partition de musique, mais parce que Alexis doit le faire lui-même. Je pense que j'ai rien inventé. Mais justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont. La dernière date que j'ai faite, c'est ma dernière officielle du porteur d'histoire. J'ai joué au festival à la Bonne Mère à Marseille, au pied de la basilique, sur les hauteurs de Marseille. C'était incroyable. C'était une date rock'n'roll parce qu'on a eu des soucis avec la pluie, machin. On a joué quasiment sans lumière. Enfin bref. Et je jouais avec une comédienne que j'avais jamais vue, et Bruno, qui est le porteur d'histoire lyonnais, il jouait. Le seul comédien qu'il connaissait sur les strips, c'était moi. Et à chaque fois, quand tu dis ça aux gens, ils se disent mais c'est pas possible. Ils disent mais vous avez répété quand même, vous êtes vu. Non. On s'est fait une italienne dans les loges, et encore parce que la pièce avait pris du retard. Mais habituellement, t'arrives, tu poses tes affaires, tu joues avec des comédiens que t'as jamais rencontrés. Et pour plein de gens, c'est impossible de s'imaginer ça, de se représenter ce truc-là. Mais en fait, si, c'est exactement comme un musicien qui sait lire une partoche, il la pose, il va la jouer, il va s'intégrer dans un orchestre. Alors, évidemment que la première fois qu'il va le faire, va y avoir des petits temps de latence, des petits rythmes un peu différents, un mec qui va faire une fioriture et que tu t'y attendais pas, que c'est pas écrit dans la partoche et tu vas te dire machin. Mais ça n'empêche que, globalement, tu peux le faire. Ça m'a appris ça m'a appris, du coup, en termes de lâcher prise, et ça m'a beaucoup appris aussi à justement, trouver ta liberté dans la contrainte. C'est-à-dire que Alexis, c'est un mec, c'est un metteur en scène qui est très précis. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré bosser avec lui. J'ai eu la chance qu'il assiste quand même à pas mal de représentations dans lesquelles j'ai joué. Et à chaque fois, à la fin de la date, il t'envoie une liste de notes. C'est très précis. C'est sur un mot, sur une phrase, sur une intonation, sur un geste. Ça peut paraître vachement militaire, mais en vérité, c'est, je trouve, très plaisant d'avoir des trucs comme ça, parce que déjà, ça va te permettre de faire de la précision. Et toi aussi, ça t'oblige à poser des jalons et à tac, mais en même temps, trouver ta liberté et ta singularité là-dedans. Moi, ce que je fais en tant que Dumas, ou en tant que un des nombreux personnages que je joue dans le porteur d'histoire, n'a rien à voir avec ce que va faire Vincent Degnard ou Daniel Lobé ou tous les comédiens qui vont jouer ce rôle aussi, tu vois. T'as un cadre qui vous est donné, qui est très très précis, très clair, mais vous avez quand même votre liberté d'expression en tant que comédien très unique,
qui existe. Ça, c'est ouf Mais d'avoir permis c'est cette chose-là. exactement la différence entre le compositeur et l'interprète, tu vois. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui va faire une reprise d'une chanson, bah il va reprendre la mélodie, les paroles, mais il va en faire autre chose. Mais du coup, c'est le génie de Michel X, c'est pas que dans son écriture, hein, c'est aussi le fait que C'est dans son casting aussi. son casting et le fait qu'il est capable de mettre en scène comme ça, avec cette précision extrême. Il est obligé. Pour le coup, il est obligé par la demande, parce que Mais c'est c'est une vrai. pièce qui joue Oui, 365 jours ça. par an. Il peut pas se permettre. Il serait Si tu veux, je pense que sur le porteur, bon là c'est en train de s'arrêter officiellement au Théâtre des Béliers. C'est les dernières présentations jusqu'au 19 août là. Mais je pense que, j'en sais rien, j'ai pas de statistiques en tête, mais je pense qu'il y avait un nouveau comédien formé à peu près tous les 3 mois. Ouais, donc c'est énorme. Il Tu peux pas te permettre à chaque fois de reprendre 2 semaines de machin. Ouais. Non, il faut que ce soit une partition et que les mecs sachent reprendre une partition et soient autonomes. Et il y a un côté, en tout cas, j'ai optimisé entre guillemets le montage de ce truc-là parce que ça a 12 ans d'existence et tu vois, on parlait tout à l'heure de l'humilité du comédien à ne pas refuser et machin. Je veux dire, moi, et c'est ce que je disais, moi j'arrive dans ce truc-là, j'arrive en 2018, la pièce existe depuis 7 ans, si je dis pas de bêtises. Ils en sont à 1800 représentations, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que moi, en tant que comédien, j'aurais à ouvrir ma gueule? Le gars, il a déjà tellement étraîné sa pièce qu'il sait ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, enfin, c'est pas que j'ai rien à apporter, c'est pas ça. Mais qui suis-je pour me permettre de remettre en cause, tu vois? Ce qui a marché pendant si longtemps avec si. En fait, c'est pour ça que le gars, c'est au cordeau parce qu'en fait, il sait que c'est comme ça que ça marchait pas. Mais du coup, c'est hyper agréable pour tous ceux qui bossent avec lui ou sur cette pièce parce qu'il y a un côté où tu rentres sur le bateau, tu montes sur le bateau et tu pars que le bateau il est là. Et je pense, j'ai développé un peu cette pensée-là il y a pas longtemps. Je pense que la longévité du porteur d'histoire et la longévité des pièces d'Alexis, je pense dans l'ensemble, tient justement au fait qu'il y ait un gros turnover sur les comédiens et c'est ça qui te permet de garder de la fraîcheur et de garder un rapport au présent, encore une fois. C'est qu'en fait, quand tu te pointes le mardi au Théâtre des Béliers et que tu te rends compte qu'il y a 2 comédiens avec lesquels t'as jamais joué, que tu ne connais même pas, tu vas te dire bonjour à 17h et à 19h, pan-feu, tu vas lancer la pièce. On s'est jamais échangé ce texte-là entre nous. Eh ben, ça te permet de rester vivant et alerte. Et en fait, pour moi, si le porteur d'histoire a eu autant de succès pendant toutes ces années et a fait plus de 3000 représentations, ce qui est quand même énorme, c'est en partie grâce à ça, je pense. Pas que, hein, évidemment. Ouais, en fait, c'est un truc où il y a une base qui est là, comme tu dis, et ensuite le fait d'y ajouter l'unique créativité de chaque comédien à chaque fois qui se rajoute et le mélange que le mix fait aussi, crée un truc collectif qui change constamment, fait qu'en fait c'est jamais la même pièce quoi. Enfin, c'est jamais la même pièce, t'as toujours cette même base qui et puis bêtement, je pense que t'aurais les 5 mêmes comédiens qui s'enquilleraient les 3000 représentations depuis 13 ans, ils seraient éreintés à la fin, et c'est humain, ça n'a rien à voir avec la qualité de la pièce ou quoi, parce que cette pièce elle est tellement merveilleuse que moi-même au bout de 400 fois je redécouvre des trucs dans le texte, je redécouvre des émotions, je redécouvre des sensations, c'est fou, c'est vraiment, pour moi cette pièce c'est une œuvre, c'est un coup de génie, je sais pas comment tu peux appeler ça, un genre d'œuvre que tu pourrais étudier mais exactement, moi vraiment alors c'est moins arrivé sur la fin, mais jusqu'à ma 250e représentation il y avait des trucs que je découvrais dans le texte très 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 souvent, je me disais oh là là, mais la pépite encore une fois, et bref, mais en tout cas 3000 dates d'un même truc pendant 13 ans, tu finis, t'es sur les rotules, donc s'il avait eu la même équipe de comédiens tout le long, ça aurait pas tenu aussi longtemps, je pense pas. Mais du coup, comme parce que ça existe dans ton dans ton expérience, mais genre à 1000%, tu l'as vécu, tu l'as intégré profondément dans ton corps, forcément ça a un impact maintenant sur comment tu mets en scène les choses, sur comment t'écris. Tu penses que ça t'as quand même, parce que je suis pas sûr. Ouais. Alors ça a forcément un impact. Mais par exemple, je sais que moi, ce que j'écris au sein de ma compagnie, c'est beaucoup. Je crois que c'est le huis clos qu'on définit comme ça. C'est beaucoup unité de temps, unité de lieu. Je suis beaucoup là-dedans. Je fais pas, tu vois, par exemple, Alexis, justement, sa force, c'est le cut. C'est le montage cinéma, c'est le truc où ça va te parler d'un truc et puis on va basculer sur un flashback et puis on va basculer sur le présent et puis on va rebasculer 2000 ans plus tôt et puis dans un autre endroit, un autre pays, un autre machin, et c'est ça qui fait le voyage. Moi, dans ce que je monte,
j'ai l'impression d'être plus dans, encore une fois, du temps présent et quelque chose l'action qui se déroule sous les yeux du spectateur est en temps réel. Je suis plus là-dedans. Et puis je pense que, modestement, je n'ai pas ce talent-là. Je pense que le talent de raconter un truc au cut, de partir dans tous les sens, peut-être que je m'y exercerai un jour, mais je suis vraiment plus à l'aise avec la narration linéaire, pour le coup. Je me souviens qu'Alexis avait expliqué ça sur un bord plateau sur lequel il était présent avec nous en tournée, je crois, ou on me l'a rapporté, je sais plus. Mais il expliquait que dans le processus de création du porteur d'histoire, en fait, il y avait deux choses. Il y a des scènes au présent, qui sont les scènes avec le porteur qui raconte à Alia et à Jeanne l'histoire, etc. Et les scènes flashback, on va dire. Et en fait, les scènes flashback, c'est lui qui les écrivait. Et les scènes au présent, c'était plus des résultats d'improvisation des comédiens. Et du coup, effectivement, les scènes au présent sont vachement sur de la réplique courte, alors que les flashbacks sont beaucoup plus sur un personnage qui s'adresse à un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Moins dans du dialogue, plus dans « je t'amène de l'information ». Enfin, sans vulgariser. Bien sûr, bien sûr. J'ai un truc à te transmettre. En fonction de quel genre de scène par rapport à l'histoire principale, le style de dialogue va changer. Ouais. Mais ouais, voilà. Enfin, en tout cas, moi, cette leçon-là, je la prends de dire, en fait, j'ai la sensation dans le porteur d'histoire, il n'y a pas une réplique qui sert à rien. Ouais, ça c'est important en vrai, ce truc-là. Et ça. En vrai, ce truc-là existe, devrait exister dans chaque chose qu'on fait. Bon, à part si c'est de l'impro, mais parce qu'il y en a beaucoup qui servent à rien, je pense. Mais c'est le but de l'impro. Ouais, tu cherches. Alors, mais quand c'est un truc créé comme ça, où tu essayes de ficeler un truc, ouais. Mais que ce soit la réplique, chaque mouvement, y a rien, chaque lumière, à partir du moment où il y a des trucs qui servent à rien, en fait, tu commences à perdre le spectateur, quoi. Tu commences ou même dans la création de film, par exemple, tu sais, il y a pas un plan qui sert à rien, il y a pas un truc que tu vois, la couleur, les couleurs qui sont à l'écran, tu vois. Rien n'est laissé au hasard. Ouais, rien n'est laissé au hasard, et je pense plus tu tends vers ça, plus ça sera de qualité. Mais tu vois, moi, c'est vraiment, effectivement, c'est ça qui a continué à me choquer pendant tant de représentations, c'est qu'en fait, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce personnage, il dit ça? Je me dis, ah, mais ouais, mais en fait, d'accord. Et le gars est très fort parce que, en fait, ça a l'impression, ça a le goût et l'odeur d'une réplique anodine. Ouais. Et en fait, ça n'en est pas une. Et potentiellement, en plus, le pourquoi, il peut avoir plusieurs réponses. Ouais. Ça devient ouf. C'est que derrière, en fait, le pourquoi, c'est, il y a un pourquoi qui est là, mais en même temps, ce pourquoi, il a potentiellement une infinité de réponses en fonction de comment tu lis la pièce. Merci d'avoir écouté The Actors Arc Podcast, en espérant que l'inspiration pointe le bout de son nez. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de libérer votre créativité. À lundi prochain. Unleash your creativity with The Actors Arc Podcast.